déjà, pour se mettre d'accord sur le choix de la sémantique, j'ai pris la définition de Wikipédia, bon, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, c'est écrit l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Alors, simuler l'intelligence humaine, là aussi, est-ce que c'est de l'intelligence humaine? Non, mais à quel point on peut la simuler? Mais on a gardé le mot machine, donc ça c'est rassurant, puisque normalement on doit pouvoir la maîtriser. Jusqu'où? On va voir. Alors, peut-être aussi le regard hein, quand même de ce sujet d'intelligence artificielle auprès des Français. Alors, j'ai pris un peu, enfin, on a pris voilà, quelques exemples de mots, comment dire, de données sur les différents sondages qui sont faits, notamment avec celui qui me semble assez sérieux, fait par l'IFOP, et puis un corpuscule qui s'appelle Impact AI, avec un groupement de grosses entreprises sur le sujet. Et là, on se rend compte très rapidement que, bon, déjà, tous les Français connaissent à peu près, ont eu un rapport avec l'intelligence artificielle, donc pas forcément volontaire d'ailleurs, et que pour la plupart d'entre eux pensent quand même que l'intelligence artificielle va avoir un impact important dans leur quotidien. Pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est le cas déjà. Mais même dans le milieu du travail, aujourd'hui, dans le milieu professionnel, dans les entreprises, notamment par les salariés, pas forcément par l'entreprise elle-même, mais en tout cas les salariés, on pense, pour la plupart en tout cas, que l'intelligence artificielle va amener déjà une compétitivité, une performance économique à l'entreprise. Et c'est un peu le débat de la journée. Est-ce que c'est vraiment le cas et comment on peut le faire? Alors, il y a quand même une petite réserve sur l'IA. Et ça aussi, ça va être le débat de la matinée sur mais est-ce que, à force d'automatiser tout, notamment par le numérique, on risque pas de se supprimer un peu le job que l'on est en train de faire, surtout que l'IA aujourd'hui, si on a vu un peu l'introduction du film, au-delà de mécaniser des flux d'informations, ça commence à aller vers le conseil. Et là, ça peut commencer effectivement à nous interpeller. Donc, c'est vraiment l'objet de cette conférence. Est-ce que l'IA, au final, c'est aujourd'hui pour votre entreprise et est-ce que ça peut amener de la valeur? Est-ce que c'est possible ou pas? On va essayer de traiter ce débat. Donc, bonjour, je m'appelle Franck Bertu, je suis chargé de mission numérique et système intelligent donc, à l'agence ADOC, qui est l'agence de la région. Et j'ai la chance de pouvoir partager, co-animer cette conférence avec donc Gwenaëlle. Si tu veux te Bonjour, présenter. Gwenaëlle Sigier-Lecomte, en charge de la communication et de l'événementiel au sein du pôle Aquavalley, un réseau d'acteurs de la filière de l'eau. Alors, l'intelligence artificielle, personnellement, je la côtoie involontairement hein, à travers, par exemple, d'un compagnon, par exemple, le fameux Siri qui intervient dans ma vie sans que je lui demande. Enfin, bon, là, ça nous est tous arrivé. Bon, ça c'est un exemple. Et puis, je travaille au sein d'une équipe bien sympathique, Aquavalley, une petite équipe. Aquavalley, c'est membre fondateur d'un pôle de compétitivité dans le domaine de l'eau. Et notre réseau d'acteurs, dans notre réseau de près de 220 acteurs, nous comprenons 85% d'entreprises. Et dans ces entreprises, c'est intéressant de voir les différents profils. Le premier profil, les entreprises dont le métier est le numérique. Donc pour eux, il n'y a pas de souci. Ils sont bien à l'aise. Ils ont passé le pas aisément. Après, il y a les proportions, je ne les connais pas exactement, hein, mais le deuxième type de profil d'entreprise sont des entreprises qui sont innovantes et qui voient passer le train et qui se disent bon, il est temps que je monte dans le train, mais comment sauter de la meilleure façon et dans le meilleur wagon. Enfin voilà, ils sont encore dans la phase d'hésitation. Et puis après, il y a les entreprises traditionnelles qui n'y croient pas ou qui demandent qu'à être convaincus. Donc voilà. Très bien. Bon, l'idée aussi, c'est que ce soit une matinée un peu interactive. Alors, on a prévu justement des Oui. outils pour ça. Alors, Gwenaëlle, tu peux peut-être nous présenter Oui. la façon de procéder pour que vraiment vous puissiez poser vos questions. Ça doit être votre conférence, hein, donc voilà comment ça va se passer.
Oui, profitons de cette interaction. Donc, sur vos mobiles ou sur vos tablettes, vous pouvez aller directement sur le navigateur Slido, SLIDO. Alors, il n'y a pas de rien à télécharger, il n'y a pas de mot de passe. Ça arrive. Il faut taper L'interface arrive. sli.do, hein, c'est Oui, ça. ouais. sli.do. Et vous entrez dans la page d'accueil le code DigiWeek. DigiWeek. Vous entrez et ensuite vous arrivez sur une interface qui est en anglais. Donc il y a un petit sondage et donc cet outil nous permettra d'interagir, de vous poser deux micro-questions et ensuite vous permettra de poser des questions au fil de l'eau, au fil des interventions des experts. Je pense que ça doit marcher avec de loin, en tout cas de près ça fonctionne avec Ouais. le QR code pour ceux qui ont la chance, de loin je ne sais pas. Mais je ne sais pas si vous êtes tous connectés, plutôt en 4G. Il y a un Wi-Fi aussi qui est en libre accès. Alors on va essayer tout de suite, voir si ça marche. Alors, on est prêt. Vous êtes prêts? Attention, ça va aller vite. Non, je rigole. Il n'y a que des bonnes réponses. Qui est dans la salle? Donc c'est toujours intéressant pour nos experts de savoir à qui ils ont affaire, quel type de profil. Vous êtes une entreprise, un académique, un étudiant, on a vu pas mal de jeunes, ou une collectivité. Normalement, vous avez un sondage qui est apparu sur votre téléphone. Jean-Michel, t'as pas ton téléphone. Jean-Michel. Jean-Michel, il a jamais son téléphone. Je le taquine. Et donc on voit, là je peux déjà voir que parmi le nombre de réponses, alors je ne sais pas combien de réponses, j'ai 54% d'entreprises. Les étudiants montent. Les étudiants, allez, c'est dépêchez-vous là. 45%. Vous n'êtes pas encore les gagnants, mais a priori, alors les étudiants qui ont toujours leur téléphone. On a besoin de vous, parce que là c'est intergénérationnel. L'IA, c'est pour vous, c'est pas pour nous. Les entreprises, elles sont... faut les convaincre, là, parce que c'est les entreprises qui vont vous accueillir, les étudiants, plus tard. Bon. Alors, le résultat? Le résultat... Alors, on peut pas l'afficher, c'est dommage, mais on va vous le dire. On pourrait, mais... Bon, ça, le résultat, je pourrais l'avoir après, oui. Il y a 53% d'entreprises, 45% d'étudiants, Génial. 3% d'académiques. Génial. Et nos collectivités sont timides. Donc ça va permettre de faire de la fertilisation croisée pour le grand débat de tout à l'heure. Bon, mais c'est pas tout, on en a une autre question. Deuxième micro-question très rapide. Non, vous n'êtes pas venu pour rien, on a besoin de vous. Alors, quel est votre niveau de connaissance en intelligence artificielle? Alors, 1, je suis débutant. 2, pour moi, l'IA, c'est proche de la science-fiction. 2, une énorme machine que j'aimerais connaître davantage. 3, l'IA m'a presque convaincu. Et 4, déjà en application dans ma vie ou alors dans mon entreprise. Bon, mais ces questions, en fait, elles vont nous servir surtout aux intervenants qui vont quand même pouvoir aussi adapter un peu leurs propos par rapport aux participants de la salle. Bon, là, ça avance, ça change. J'attends un petit peu pour voir ce que ça peut donner. Mais je pense que vous avez les résultats aussi en direct sur vos téléphones. Alors là, en première position, j'en suis à 39%. 4, on a déjà un public assez mature en la matière, déjà en application dans ma vie ou dans mon entreprise, 39%. Après, nous avons 37% d'audience qui considèrent que c'est une énorme machine qu'ils aimeraient connaître davantage. Et ensuite, 15% de débutants. Et pour le reste, nous avons 10% du public qui est convaincu. Merci beaucoup. Qui est presque convaincu. Super. Non, c'est pas mal. Oui. Bon, mais donc on va commencer quand même. Donc après notre introduction, voilà un peu le programme qu'on vous a concocté pour essayer d'arriver à la réponse finale. Est-ce que l'intelligence artificielle peut être intégrée dans votre entreprise pour créer de la valeur? On va commencer par un exposé. Il va falloir être concentré. Pendant les 20 prochaines minutes, c'est là que, grâce à Anne qui va être une super exposé sur qu'est-ce qu'il y a sous le capot, comment ça fonctionne. Ensuite, regard croisé donc entre experts.
Là, l'idée, c'est d'avoir plusieurs axes comment dire, de propositions autour de l'intelligence artificielle publique, privée et académique. Donc, vous allez voir, ça va être super intéressant. Alors là, il n'y aura pas tant d'échanges avec la salle sur la présentation au début des records croisés. Mais ensuite, par contre, rassurez-vous, on a plus de 25 minutes de partage avec vous, qu'on a appelé donc grand débat. Et c'est là que, normalement, on devrait pouvoir répondre à vos questions. Mais si on n'a pas, on pourra en poser quand même. Et puis après, on aura la chance de pouvoir avoir une conclusion d'Arnaud. On a prévu de finir donc à 12h30. Voilà. Donc sans plus attendre, on va commencer le premier exposé. Donc voilà, j'invite Anne Johannet. Donc Anne Johannet, donc directrice du centre de recherche et d'enseignement en environnement et en risque avec Créé, qui va nous présenter Qu'y a-t-il sous le capot. Anne, c'est à toi. Merci beaucoup. 20 minutes, hein. Alors merci à toute l'assistance de s'être déplacée et puis merci aux organisateurs de m'avoir invité. Alors, qu'y a-t-il, pardon, je suis en arrière, ça commence bien. Qu'y a-t-il sous le capot? Voilà. Alors le plan, on va d'abord regarder rapidement, définir ce que c'est que l'IA, ses principes de fonctionnement, ses utilisations, puis on va tenter de conclure. Alors, qu'est-ce que c'est que l'IA? On va discuter des approches symboliques par rapport aux approches connexionnistes. Alors l'IA canal historique, finalement, a essayé de reproduire les connaissances ou les raisonnements de l'expert humain, comme l'indiquait la citation de Wikipédia. Donc on part d'une base de connaissances, on part d'un ensemble de règles de comment fonctionnent les êtres humains, et on a des moteurs d'inférence qui nous permettent finalement de reproduire des raisonnements complexes, comme par exemple pour un diagnostic médical ou autre. Ça, c'est la base de ce qu'on appelait les systèmes experts, qui était l'IA historique. On met aussi dans cette catégorie la logique floue, que tout le monde connaît plus ou moins, et les heuristiques, c'est-à-dire une heuristique, c'est une méthode qui marche. On n'a pas forcément de fondement scientifique très rigoureux, mais ça marche. De manière assez différente, on a l'IA que j'appelle connexionniste, ou qu'on appelle connexionniste. Et pour cette IA-là, la connaissance est stockée dans les connexions entre automates. La connaissance est distribuée sur tous les modèles. Elle n'est pas extraite d'un raisonnement humain. Alors par exemple, on a des systèmes multi-agents, ou qui est très utilisé maintenant, les réseaux de neurones. On voit sur la droite un, entre guillemets, nuage de poissons. Les poissons, ce sont des automates, ils sont un peu tous pareils, ils ont le même fonctionnement. Et malgré tout, en fonction de s'ils sont à l'intérieur du nuage ou à l'extérieur du nuage, ils arrivent avec les interactions qu'ils ont les uns avec les autres, la proximité des autres poissons, à interagir et à faire finalement un phénomène qui a l'air intelligent. Alors cette IA connexionniste, donc les éléments, les automates sont tous pareils, mais ce qui fait la programmation du système, c'est la valeur des connexions. Et elle provient en général d'un calcul statistique. Alors Anne, passons maintenant. Juste, Anne, excuse-moi de t'interrompre. Oui. On a oublié de vous dire, n'hésitez pas à poser des questions en direct sur Slido. Dès que vous voyez, parce que là on a déjà commencé assez rapide, vous voyez en termes de sémantique ou autre. Donc n'hésitez pas à poser des questions sur Slido. Comme ça, nous on les récupère et après on pourra les sélectionner pour y répondre. Désolé, merci Anne. Pas de souci. Alors maintenant, qu'est-ce que l'IA? Les principes de fonctionnement. Alors on va illustrer ça sur le problème de classification. Un problème de classification, donc, c'est d'associer à une forme qu'on reçoit en entrée le code d'une classe. Comme on voit sur la droite, là, on a des reconnaissances de chiffres manuscrits. L'entrée, c'est un 2, c'est l'image d'un 2. La sortie, c'est le code binaire du 2, par exemple. Alors, on perd de l'information, parce qu'en entrée, on a le 2, on sait s'il est gros, petit, rouge, vert, s'il est beau ou pas beau. En sortie, on a une information très limitée, mais qui est très opérationnelle, très utilisable, c'est le code de la classe. Et donc, ce qui est remarquable là-dedans, c'est que le système prend une décision. Ce n'est pas l'humain qui prend la décision, c'est lui. Alors, autre potentialité d'application, c'est l'identification de fonctions. Là, on veut reconstruire ou prévoir une sortie continue d'un processus. Donc, soit on peut identifier complètement le processus, si c'est un processus dynamique, le temps va intervenir, ou bien tout simplement reproduire sa sortie. Alors, par exemple, sur la droite, on a des illustrations sur la prévision des crues à La Valette, à l'entrée de Montpellier. Donc, on a une courbe qui a été apprise par un réseau de neurones. Alors, quand on a un problème, soit le problème est bien connu, on sait comment il fonctionne, et à ce moment-là, on peut utiliser des approches de l'IA historique ou des approches classiques. Mais si on n'arrive pas à décrire ce processus, parce qu'il est mal connu, parce qu'il est trop compliqué, ou parce qu'il y a trop de données, à ce moment-là, la solution, c'est d'apprendre par l'exemple, et c'est ce que propose l'approche connexionniste. Alors, on va s'inspirer des réseaux de neurones. Donc, vous savez que dans un cerveau, on a de très nombreux neurones, 10 puissance 9 neurones dans un cerveau humain.
Le neurone sur la droite, donc c'est une vue d'artiste, hein, on voit, il a un corps cellulaire. Il a aussi des connexions sortantes et des connexions entrantes. Donc les sortantes, c'est ce qu'on appelle les axones, les entrantes, ce sont les dendrites. Et le lieu des connexions, c'est la synapse. La synapse, on voit des petits points jaunes, là, ça représente le vecteur chimique qui transmet l'information. Et c'est pour ça d'ailleurs que la chimie est si efficace pour le traitement des cerveaux, des émotions ou autres. Voilà donc ce que c'est qu'un neurone. Comment on modélise ça si on veut faire des neurones artificiels? Alors on a un modèle extrêmement simplifié. Sur le modèle à gauche, là, on voit donc le rond, c'est le neurone. On a un vecteur d'entrée qui sont appelés U, qui sont appliqués au neurone. Chacune des flèches, finalement, représente la synapse, où on a un coefficient qui nous dit quel est le poids de cette entrée sur le neurone. Le neurone calcule deux actions. Tout d'abord, il calcule son potentiel synaptique, qui est la somme pondérée de ces entrées. C'est extrêmement simplifié par rapport aux neurones biologiques. Et ensuite, il calcule sa sortie, qui est déclenchée par l'intensité du potentiel. Donc à ce moment-là, on a une transformation non linéaire, la fonction f qu'on voit, qui nous calcule la sortie à partir du potentiel. Première partie est linéaire, le calcul du potentiel. Seconde partie est non linéaire. Alors, illustration. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un seul neurone à uniquement deux entrées? On a deux entrées, E1, E2. Donc le neurone calcule son potentiel. V égale C1, E1. Si C, c'est le coefficient, le coefficient de la synapse. C1, E1 plus C2, E2. On peut tracer ça dans un plan. C'est ce qu'on voit à gauche. On a en abscisse l'entrée E1, en ordonnée l'entrée E2. Et puis, on a enregistré des valeurs du système qu'on veut classer. Alors, tous les points noirs, par exemple, ce sont des exemples d'une classe, la classe, je ne sais pas quoi, noire. Et tous les autres points blancs, c'est la classe blanc. Et on va vouloir séparer les deux classes. Donc, notre potentiel, il va calculer une droite. Et si on arrive à faire que la droite se cale entre les deux, eh bien, on aura pu faire une classification, une partition du plan entre deux espaces, un sous-espace affecté à une classe et l'autre affecté à l'autre classe. Alors, exemple d'application, une aide à la conduite, on veut s'arrêter au feu rouge, donc on est en train de rouler à une certaine vitesse. Donc E1, ça sera la vitesse du véhicule. E2, deuxième entrée, ça sera par exemple la position du véhicule ou sa distance au feu tricolore. Et on veut savoir si on s'arrête ou si on continue de rouler à la même vitesse. Donc on va essayer de faire une classification pour ensuite définir une stratégie qui sera un petit peu plus compliquée. Donc on va vouloir trouver cette droite de manière à séparer le plan en deux zones et à ce que notre neurone prenne une décision. Un neurone tout seul pour l'instant. Voilà. Alors, comment on peut calculer nos coefficients? Parce qu'on ne sait pas comment sont situés les points dans l'espace. Dans le cas général, dans ce cas-ci, c'est particulièrement simple, mais dans le cas général, on ne sait pas. Donc ça se fait par apprentissage, grâce à une base d'exemples. Donc la première chose à faire, c'est récupérer une base d'exemples d'un vecteur d'entrée E exposant K. L'exposant, c'est le numéro de l'exemple, associé à une sortie désirée, qu'on aura mesurée. On est dans un cas où on a un professeur qui sait quelle sortie il faut affecter à quelle entrée. Donc sur la gauche, on voit, on applique notre vecteur d'entrée, pour notre problème d'arrêt du feu rouge, là, qui a deux composantes, une pour la vitesse, une pour la distance. Notre neurone fait son calcul, il prend une décision. Et puis en parallèle, on avait enregistré la décision de nombreux conducteurs de voitures devant des feux rouges. Donc on sait que pour ce vecteur d'entrée EK, on a une sortie désirée DK. Donc on peut calculer une erreur entre la décision prise par le neurone et l'action qui a été mesurée par le conducteur de voiture. À partir de cette erreur, eh bien, on va aller modifier les paramètres. On modifie ces paramètres de manière à minimiser, en général, mais ce n'est pas obligatoire, une erreur quadratique moyenne. Donc c'est notre fonction J qui voit la somme sur tous les exemples qu'on a de la base de données qui sont dédiés à l'apprentissage. Donc l'erreur, la différence entre la sortie calculée par le neurone et la sortie désirée au carré. Donc ça, c'est l'apprentissage. C'est une fonction de coût d'apprentissage. Voilà. Et petite illustration maintenant. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. On ne voit pas forcément... on ne voit pas tout sur l'application là. Ça ne sort pas très très bien. Donc voilà, c'est un petit outil logiciel qui nous permet de visualiser ce qui se passe. Alors en haut à droite, excusez-moi, je pensais que j'aurais une souris. On voit qu'on a des points bleus et des points rouges. Donc c'est le plan qu'on a déjà vu avant avec l'entrée E1 et l'entrée E2. Ah, je peux zoomer. Ah, mais il faut que je maintienne zoomé. Ah non, c'est juste pour montrer quelque chose, voilà, c'est pour montrer. Donc, excusez-moi, non, je crois que j'ai perdu du temps.
Euh, Alors là, je voulais vous montrer un exemple d'apprentissage. Donc dans la partie du haut, on voit nos points bleus, nos points rouges. On voit une droite verte en bas. Hein, et on va voir la droite verte, au fur et à mesure de l'apprentissage, va se déplacer. Et dans les deux courbes qui sont en dessous, on va voir l'évolution des coefficients du neurone et l'évolution de la fonction de coût qui est minimisée au fur et à mesure que l'apprentissage se déroule. Alors voilà, c'est parti. On voit la courbe verte se déplace, elle se tourne et hop, elle va venir se caler entre les deux classes. Voilà. Donc on voit les coefficients, là, les trois droites rouge, bleu, verte qui bougent et puis l'erreur quadratique là qui est diminuée. Voilà. Alors évidemment, là, on est très très près des exemples bleus. Il faudra un peu améliorer ça pour que la droite se mette pile entre les deux classes à égale distance. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le moteur élémentaire, la base de l'apprentissage des réseaux de neurones. Donc maintenant, si on passe à un réseau, on va connecter plusieurs neurones entre eux. Et là, je vous présente le réseau qu'on appelle perceptron. Alors, il n'y a pas une couche, pardon, il y a une erreur. Il y a deux couches, mais il y a une couche non linéaire, une couche cachée, c'est la couche rouge sur le graphique qui est à droite. Donc, ce réseau comporte plusieurs neurones qui sont tous connectés au même vecteur de variable d'entrée, puis tous connectés à un neurone de sortie. Les neurones rouges là, qui sont cachés sont non linéaires et le neurone de sortie peut être linéaire ou non linéaire. Voilà. Et donc ce qui est remarquable, c'est que le neurone de sortie, à ce moment-là, prend une décision plus complexe que précédemment. Précédemment, c'est très simple, c'était de la séparation linéaire, car le calcul de son potentiel est non linéaire. Alors, même illustration que tout à l'heure, avec une application. Alors là, on voit en haut, vous avez le dessin du réseau de neurones en haut. Donc, vous voyez qu'il y a une couche d'entrée qui est verte, deux couches cachées en bleu, un neurone de sortie en rouge. Voilà. Et donc, dès l'instant où on n'a plus qu'une seule couche de cachée, eh bien, on peut dire qu'on a un modèle profond et on peut dire qu'à ce moment-là, on fait du deep learning. C'est un mot que vous connaissez tous. Dans les modèles profonds, il y en a d'autres qui ont 5, 6, 10 couches cachées. Et la difficulté, à ce moment-là, c'est de calculer les couches qu'on appelle les plus profondes, c'est-à-dire celles qui sont les plus proches des entrées. Donc là, on voit qu'on a une distribution des classes qui est un peu plus complexe. La séparation linéaire n'est pas satisfaisante, puisque les rouges sont insérés à l'intérieur des bleus. On va voir ce que va faire notre modèle. Alors, comme on n'a pas d'idée a priori sur l'équation de la fonction que va nous apprendre le réseau de neurones, on va tester chaque point de ce plan-là et on va l'affecter à une classe ou à l'autre en fonction de son résultat. Donc, en violet, ça sera affecté à la classe bleue et en blanc, enfin en transparent, ça sera affecté à la classe rouge. C'est parti. Alors, vous voyez, voilà l'évolution. Et le modèle a appris très très rapidement, en quelques itérations, il nous a fait une séparation. Voilà, donc là, c'est tout l'intérêt des réseaux de neurones, c'est de faire un calcul non linéaire à partir d'une base d'exemple. Alors évidemment, il faut sélectionner le nombre de neurones, le nombre de couches, le nombre de neurones dans chacune des couches, les meilleures variables d'entrée possibles et les hyperparamètres. Alors c'est tout ce qui est, c'est pas mal de paramètres qui contrôlent finalement l'apprentissage. Il y aura tout ça à déterminer, ce qui est un processus assez complexe. Voilà, alors maintenant on va passer à un exemple encore un peu plus compliqué. Vous voyez que vous avez des bleus tout autour, des bleus au milieu, et puis il y a une couche de rouge qui s'intercale. On va voir ce que va donner notre modèle. Donc au début, tout le monde appartient à la couche des bleus, et puis il apprend, hop, il nous fait un petit rond au milieu, et voilà, il arrive à nous faire la séparation qu'il faut pour finalement bien classifier chacun des exemples de sa base d'apprentissage. Alors on aurait pu se dire là que c'était facile, finalement il suffisait de faire une transformation des entrées de type polaire, c'est-à-dire avec une symétrie sphérique, et puis à ce moment-là on aurait pu transformer ce problème-là en modèle qu'on pouvait séparer linéairement. Et bien ça c'est ce que font les modèles profonds. Dans les couches profondes, pour les modèles profonds que j'ai évoqués tout à l'heure, ils font des transformations des entrées, et les couches superficielles s'occupent de la fonction finalement de classification ou de mémoire associative. Voilà. Alors on continue rapidement sur l'identification de fonctions. Là, on veut que notre modèle il apprenne un signal carré. Alors c'est pas très très compliqué. C'est pareil, il a deux entrées, la valeur de l'abscisse et puis la valeur, deux valeurs de ces entrées, de la valeur du signal. On a deux valeurs d'entrée du signal. Il faut déterminer la suivante. Alors il va apprendre, ça va être très rapide. Hop, il a appris. Vous voyez là, c'est quand même très très simple. Il a appris. On a le même type de modèle que tout à l'heure. Et maintenant, on va apprendre la fonction sinus. C'est un perceptron multicouche là qui a deux couches cachées aussi. Et voilà, il a appris la fonction sinus. Donc là, c'est quand même un cas très très simple, mais pour vous illustrer que ça peut marcher aussi sur l'apprentissage de fonctions. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu le principe, le moteur, à quoi ça peut être utilisé, à quoi ça peut servir. Alors on part de la propriété d'approximation universelle qui a été démontrée mathématiquement en 81 et qui dit que toute fonction non linéaire, différenciable, en gros dérivable,
peut être approché par un réseau de neurones pourvu qu'il y ait suffisamment de neurones dans les couches cachées. Donc, bien entendu, ça marche si on a une disponibilité de bases de données qui contiennent l'information, parce qu'une base de données pleine de bruit, pleine d'erreurs, où finalement on ne s'y retrouve pas, ça ne va pas aider le système, il ne va pas arriver à apprendre. Voilà, et grâce à cette base de données, finalement, on peut aussi arriver à concevoir des problèmes adaptatifs, c'est-à-dire qui s'adaptent au cours du temps. Quand on acquiert des exemples au fur et à mesure que le système fonctionne, il peut s'adapter à la configuration présente. Alors, deux types d'applications, d'utilisation, ce qui est supervisé, ce que j'ai indiqué à droite, supervisé ou non supervisé. Supervisé, il y a un professeur qui est capable de donner une sortie désirée pour un exemple qu'on a acquis en entrée. C'était le cas de la voiture. Cas non supervisé, on n'a pas cette sortie-là. Ce sont les données qui ne sont pas étiquetées et personne n'a dû passer du temps à étiqueter les données. Donc c'est super intéressant parce que finalement le modèle apprend vraiment tout seul. Alors, dans le cas supervisé, on peut faire des classifications, on l'a vu, reconnaissance d'images, de la prévision de signaux, de l'identification de processus dynamiques. Schématiquement, dans le cas non supervisé, une grosse application, c'est le clustering, c'est-à-dire regrouper nos exemples en différentes classes en fonction d'une distance. Donc là, ce qu'il faut indiquer au système, c'est le nombre de classes et c'est la distance qu'on veut utiliser. Et après, il trouve une méthode pour faire ce regroupement de données. Des systèmes de recommandation, c'est par exemple, vous voulez choisir un film sur Netflix et puis il vous met une note, il enregistre vos choix et puis après, il peut vous faire des recommandations. Donc là, à ce moment-là, on part d'une matrice qui contient les notes et puis qui apprend toute seule au fur et à mesure pour s'enrichir. On peut aussi apprendre des stratégies. C'est utilisé en jeu ou en robotique, par exemple le Q-learning ou l'apprentissage par renforcement. Et là, à ce moment-là, le modèle a un genre de fonction supérieure qu'on appelle la fonction critique. Le modèle, il fait quelque chose et le critique lui dit tiens, tu as réussi ou tu as échoué. Et à ce moment-là, automatiquement, il se corrige. On avait appris comme ça à un robot à 6 pattes à marcher tout seul. Donc quand il avançait, on le récompensait. Quand il tombait, on le punissait. Et petit à petit, il apprenait à marcher tout seul. Et voilà, autre exemple, la prévision des crues à Anduze, puisqu'on est quand même un peu dans le domaine de l'eau. C'était le travail d'un projet ANR. Donc, l'événement de 2002, c'est un événement majeur qui a été catastrophique dans le Gard. Et notre modèle a appris sur les autres événements et on le teste sur celui-ci. On voit qu'on a les pluies, là, que c'est la grosse tache noire, qui sont en descendante, c'est-à-dire que la pluie nulle correspond en haut et la pluie maximale, c'est pour la valeur qui descend. Alors, je n'ai pas de souris. La courbe noire, c'est la valeur observée. Et on voit par exemple jusqu'à la courbe bleue, qui est à peu près bien synchrone à la courbe noire. Elle représente donc la prévision à 3 heures. Je regardais si on le voyait bien, on le voit bien. Donc ça veut dire que notre modèle est capable de prévoir à peu près le débit maximum et le temps où il intervient 3 heures en avance. Alors, pour les personnes qui ne se souviennent pas de ça, tous les jeunes là en particulier, vous voyez qu'à Anduze, un village Cévenol, le débit était presque nul, la hauteur était presque nulle, et puis 10 heures après, il y avait plus de 10 mètres dans le Gardon, ce qui correspondait à peu près à 3500 mètres cubes par seconde. Donc c'était quand même assez monstrueux. Voilà. À cette occasion, on avait aussi fait un démonstrateur, donc qui était à visée d'utilisation des prévisionnistes. Alors, le temps actuel pendant lequel on utilise le démonstrateur, c'est au milieu, c'est les traits pointillés verticaux. En haut, pareil, c'est la pluie que vous avez, donc la pluie passée qui a été observée. Le prévisionniste, il en dispose. Il dispose des valeurs observées de la hauteur d'eau. Il dispose aussi des valeurs du modèle précédemment. Et puis, pour le futur, donc c'est la partie droite du graphique. En pointillé, alors nous, on affiche, parce que ce sont des événements rétrospectifs, on affiche la valeur qu'on avait enregistrée. Mais vous voyez, premier point noir, c'est la prévision à une demi-heure. Deuxième à 1 heure, 3 heures, 4 heures et 5 heures. Voilà, donc là, on a les prévisions. Donc, on va lancer une petite démonstration de cette application. Voilà. Vous voyez, le temps se déroule. Là, c'est la crue de septembre 2000, pas 2002. Et voilà. Donc, on voit dans la prévision, la crue, il n'y a pas grand-chose, mais le modèle, il arrive à bien prévoir quand même que ça monte. Il dépasse un petit peu au début, mais il se recale vite. Dès qu'il voit que finalement, ce n'est pas si important que ce qu'il avait prévu, il se recale vite. Et voilà. Donc, ça, c'est un outil qui peut permettre aux prévisionnistes, effectivement, d'estimer la hauteur du pic de crue. Et voilà, et maintenant nous allons conclure. Alors, pour la conclusion, j'ai pu vous décrire, alors c'était très très rapide, vous avez vu, j'ai parlé vite, les possibilités. Alors elles sont immenses, il y a la propriété d'approximation universelle, on peut tout faire, ça s'applique à tous les domaines. Mais ce n'est pas magique, on a vu, c'est une base de données statistique, on minimise une fonction de coût. Donc ça implique qu'il faut des données.
C'est compliqué. Je n'ai pas pu rentrer dans le détail, mais ça, c'est très compliqué. Le modèle est statistique. Comme il est statistique, ça veut dire qu'on n'a pas de garde-fou. Il peut faire tout ce qui est possible. Donc il faut valider. Il faut valider les données, il faut valider le processus de sélection du modèle, il faut valider les résultats du modèle et encore valider, si on veut avoir confiance en son modèle. Et enfin, comme c'est un système statistique qui apprend sur une base de données pour minimiser une fonction de coût, eh ben, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. On n'est pas là en train de modéliser le cerveau, en train de représenter le fonctionnement humain. On est là en train de créer une machine qui fait une fonction en apprenant toute seule. Donc mon opinion à moi, c'est que c'est de l'apprentissage automatique ou bien du machine learning, mais ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Et je termine là-dessus et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Anne, super. C'était un peu dur. J'espère qu'ils ont tous retenu le calcul mathématique de la fonction coût qui est la base de tout en fait du machine learning. Et bien en fait la programmation se fait via cette fonction de coût et c'est ça qui est fantastique. Alors on a quelques questions. Donc merci pour les participants. Et il y en a une que j'ai trouvée super. C'est comment en fait c'est quoi la question ? Comment on peut récompenser un robot, enfin une IA ? Et alors en l'occurrence, c'est pas une super ou la punir. Ou la punir. En fait c'est juste un signal. Hein. C'est un signal qu'on renvoie au réseau. Plus 1, c'est une récompense. Alors, c'est nous qui l'interprétons comme une récompense. Parce qu'en fait, en fait, quand on lui envoie cette récompense signal plus 1, et ben, il se dit, tiens, c'était bien. Enfin, il se dit rien, mais nous, c'était bien, donc on va refaire la même chose. Donc, finalement, c'est ça qui se passe. Il refait la même chose avec des entrées qui varient, hein, puisqu'il a appris à marcher pour le cas du robot. On l'avait fait aussi pour se déplacer. Hein, il a appris à se déplacer en évitant les obstacles. Et donc, la récompense, ça veut dire c'est bien, donc il refait la même chose. Et la pénalité, c'est mal, donc il ne refait pas la même chose, il fait autre chose, quoi. Avec un générateur de bruit. Quand il fait autre chose, comme ça l'incite à proposer des nouveaux trucs, à essayer des nouvelles choses qu'il n'a pas essayé avant. C'est un peu le sucre au toutou, en fait. Exactement ça. Ouais, voilà. Pour ça, c'est un apprentissage par pénalité-récompense. Très bien. Est-ce que, Gwenaëlle, on a d'autres questions Alors, on a plusieurs questions. Ce sera peut-être difficile de répondre à toutes les questions. Est-ce que le réseau est d'autant meilleur qu'il a de couches ? Comment déterminer les paramètres ? Point d'interrogation. Alors, en fait, en fonction de la complexité de la fonction qu'on veut réaliser, on va avoir besoin de faire une fonction plus ou moins complexe. Et effectivement, le nombre de couches et le nombre de neurones conditionnent la complexité de la fonction qu'on va faire. D'un autre côté, plus on va avoir de paramètres, c'est-à-dire plus on a de coefficients, plus il va falloir avoir des exemples qui sont bien significatifs et qui apportent l'information. Donc il y a un compromis à trouver entre la base de données dont on dispose, sa qualité, le contenu informationnel qu'elle a, et puis finalement la complexité du modèle qu'on va faire. Et c'est pour ça que je parlais de valider, c'est qu'il va falloir valider avec un processus, par exemple, de validation croisée. On apprend le modèle sur une sous-partie de l'ensemble d'apprentissage, on teste sur l'autre, et puis on fait ça plein de fois sur plein de différents tests. Voilà. Alors, pour ce qui est par exemple du traitement des images ou des recommandations de Netflix ou des choses comme ça, c'est pas très grave si on se trompe, parce que, enfin pas très grave, mais par exemple les recommandations pour Netflix ou pour les pubs, c'est pas très grave si on se trompe, parce qu'il n'y a pas d'enjeux fondamentaux. Mais si on fait un système d'aide à la conduite, par exemple pour conduire des véhicules, ben là, il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc c'est extrêmement important d'avoir un modèle qui soit extrêmement bien validé. Voilà, donc il faut faire pas mal de tests statistiques. C'est ça finalement. Je ne sais pas s'il y en a qui préfèrent prendre leur micro, parce qu'on a la chance d'être en présentiel pour une fois. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez poser une question, vous levez la main. Mais du coup, moi j'en ai une aussi, puisqu'on a quand même pas mal d'étudiants. L'exposé que vous venez de faire, c'est un cours qui s'adresse à qui, quel niveau d'études ? Alors, ce n'est pas un cours, hein, je l'ai fait exprès, mais disons l'illustration avec juste les deux entrées, E1, E2, la droite qui se déplace. Moi, je le fais aux élèves ingénieurs à l'école, je l'ai fait aussi au Master O à Montpellier, mais c'est vraiment pour illustrer le concept et comprendre les hyperparamètres, donc c'est-à-dire les paramètres qui permettent de guider l'apprentissage, comprendre leur rôle, parce qu'on visualise. Donc c'est pratique de visualiser. Si on a un système trop complexe, on fait des essais, on n'arrive pas à visualiser, donc on est gêné. Mais c'est vraiment un exemple pédagogique, parce qu'après, en termes d'utilisation, c'est pas la peine de prendre un réseau de neurones pour faire ça, quoi.
D'accord. Est-ce que Gwenaëlle, on a une autre question? Oui, alors il y a une autre question. Dans l'apprentissage par stratégie, est-il possible que l'IA n'apprenne pas une bonne stratégie, une stratégie peu efficace? Alors oui, bien sûr, c'est possible, parce que comme on fait une optimisation, on minimise une fonction de coût dans un espace qui a la dimension du nombre des paramètres. Donc si vous avez un réseau profond avec, je sais pas moi, 1000 paramètres, 1000 coefficients synaptiques, hein, on aura un espace à 1000 dimensions, une fonction non linéaire, et on va se déplacer là-dedans pour essayer de trouver le minimum. Donc on peut tomber sur des minimums qui ne sont pas optimaux du tout. Voilà, alors du coup, en général, on fait plusieurs essais avec différentes initialisations du système. On fait plusieurs essais, et soit on prend le meilleur, soit on fait une moyenne de tous. Voilà, ça va dépendre des problèmes. Très bien. Alors, je vous laisse pantois. Sinon, il y avait D'autres questions? deux Ouais. petites Allez, questions. Ah, c'est bien Ça de marche bien, raconter. Slido, finalement. Ouais, c'est bien. Mais faut pas que ça empêche tout le monde de Non, prendre non, la vous parole. pouvez parler aussi, quand même. Quel langage de programmation est utilisé pour coder une IA? Il y a une autre question aussi, est-ce que vous utilisez Bootstrap? Alors, pour coder une IA, bon, alors maintenant, ont émergé depuis quelques années des programmes en Python. Donc là, c'est vraiment ce qui est le plus fait. Nous, au labo, on avait développé à l'époque où il n'y avait pas ça, où il n'y avait que des applications très très chères, on avait développé notre code à nous qui est en Java. Donc comme ça, il peut tourner sur plusieurs plateformes. Voilà, mais classiquement, là, c'est Python. Il y a des outils, il y a MATLAB aussi, qui a une boîte à outils réseau de neurones. Il y a R, où on a aussi une boîte à outils réseau de neurones. Donc on a vraiment le choix du support logiciel qu'on veut. Après, le Bootstrap, nous, on ne l'utilise pas. Parce qu'on utilise la validation croisée, c'est un peu différent, mais c'est quelque chose auquel on réfléchit, effectivement, qu'il faudrait explorer. Bon, ce sont des réponses qui s'adressent aux développeurs. Voilà, c'est le certainement. Bootstrap, c'est un petit peu plus technique, voilà. Ouais. On va passer à la séquence d'après. De toute façon, après, il y a le grand débat où on pourra reprendre déjà les questions que vous avez posées, ça, c'est ça qui est bien, et puis continuer. Donc Eh ben, merci. Tu restes, je vais juste Ah, je reste. inviter les autres. Voilà, merci aussi pour vos questions très pertinentes. C'est super. Voilà, donc la deuxième séquence, c'est regard croisé entre experts. Donc j'invite tous les experts qui ont vraiment répondu de façon très généreuse à notre invitation sur cette conférence. Alors, donc j'invite Mathieu Bessé, Carole Delaine, Benoît Lange et Jean-Michel Clerc. Donc normalement, il y a vos noms. Donc le format de ce regard croisé, c'est que chacun puisse faire son petit exposé sans forcément intervention. Par contre, encore une fois, je vous invite à poser des questions sur Slido. Et puis par contre, après, voilà, une fois que les présentations ont été faites, vous aurez une vue globale du côté appliqué de l'IA. Au début, on a eu un cours qui était d'ailleurs très illustré. C'était pas un cours, pardon, Anne. Mais c'était très... Et là, c'est le côté appliqué. Donc il y a des industriels, une scientifique et un public, un conseiller technologique qui va se présenter. Donc on va le faire de façon séquentielle. J'invite d'abord Mathieu Bessé, qui va nous présenter, donc directeur technique d'Imageo, qui va nous présenter donc la solution numérique au service de la protection de la ressource. Mais avant que je vous passe la petite zapette, je vais déclencher un petit film d'introduction sur Imageo. C'est bon ? Allez, c'est parti. En France, la majorité de l'eau extraite pour l'alimentation en eau potable des communes provient des nappes phréatiques. Dans un contexte d'urbanisation grandissante et de réchauffement climatique, ces dernières sont de plus en plus soumises aux pollutions et au stress hydrique. Les forages via lesquels elles sont extraites sont souvent âgés et ont tendance à s'obstruer. Avec l'accroissement de ces pressions, les manques d'eau, la multiplication des arrêtés de sécheresse, les ruptures de pompes et le colmatage excessif des forages sont devenus des problèmes fréquents. Ils entraînent des surcoûts, voire des ruptures d'exploitation préjudiciables pour les collectivités et les usagers. Pour prévenir ces risques et améliorer la fiabilité des données collectées, Imageo a créé EMI Exploitation, outil d'aide à l'exploitation durable de votre ressource en eau et de vos captages.
Quotidiennement, EMI recueille vos données issues des capteurs installés dans les ouvrages de production d'eau souterraine. EMI interroge également les serveurs de l'État afin d'obtenir des informations hydrogéologiques et climatiques complémentaires acquises sur la même ressource. Sur la base de ces informations vérifiées et validées, EMI calcule des indicateurs normalisés de vulnérabilité du site vis-à-vis de la sécheresse et de l'exploitation. Ils fournissent quotidiennement aux gestionnaires une vision claire de l'état quantitatif des ressources en eau de son territoire et de la performance des forages. Suite à un incident ponctuel ou une dérive long terme survenant sur l'exploitation, l'application alerte l'exploitant. Ce dernier peut alors mettre en place des actions correctives préventives et optimisées. Pour matérialiser ce suivi, des tableaux de bord et des rapports trimestriels sont automatiquement envoyés à la collectivité. EMI vous permet d'anticiper les risques, d'optimiser les performances d'exploitation, d'éviter les surcoûts et de prendre des décisions éclairées à partir de données valorisées. EMI Exploitation, pour une exploitation durable des ressources en eau et captage de votre territoire. Retrouvez toutes nos solutions sur imageo.eu. Bonjour à tous, vous m'entendez? C'est bon? Donc voilà, je me présente, moi je suis le directeur technique d'Imageo. Vous avez une petite introduction un peu aux enjeux sur les ressources en eau et comment le numérique peut améliorer la gestion de ces enjeux, notamment les risques de sécheresse. Et moi je vais rajouter, je vais faire la continuité du coup de la présentation précédente avec comment on utilise une intelligence artificielle, alors plutôt du machine learning, de l'apprentissage automatique, justement pour ensuite à faire un outil d'aide à la décision. Puisque quand on fait un modèle, après le but c'est qu'il soit utilisé par des utilisateurs finaux que sont les collectivités et les exploitants pour prendre des décisions. Et on passe d'une ère où on subissait les risques et où on arrivait en réaction à un risque, où maintenant on va anticiper des risques et prendre des actions préventives pour justement minimiser ce risque. Alors un des premiers risques quand on est un exploitant d'eau, Imageo, on travaille notamment, notre premier partenaire c'est le groupe SOR, qui a ses locaux au bout de la rue. La plupart des captages d'eau en France sont issus de ressources superficielles, des nappes phréatiques ou des cours d'eau, mais notamment les nappes superficielles, donc les nappes de faible profondeur, pour la bonne et simple raison que c'est assez facile d'accéder à cette ressource en eau, qu'elle est disponible en quantité importante dans la plupart du temps, mais sur certains étés, si la recharge, si les précipitations ont été déficitaires, vu qu'elles sont de faible profondeur, elles ont aussi une faible inertie et elles vont subir les sécheresses et on peut se retrouver avec des situations de crise. On n'est pas très loin ici de la commune de Montpezat. Cet été encore, il y a eu des coupures d'eau sur la commune de Montpezat. On a dû faire des appels à la population de ne pas consommer l'eau sur certaines plages horaires. Ça existe encore dans le département. Et le but, c'est justement de mettre en place ces solutions-là sur les captages, tout autour de la collectivité pour éviter ces situations de crise. Donc notre spécialité, c'est de caractériser une sécheresse avec des données et également de les prédire. Donc on a développé une plateforme que vous pouvez sur vos smartphones aller voir qui s'appelle InfoSécheresse, qui est une plateforme d'utilité citoyenne et qui est gratuite, qui permet de rassembler toute la donnée eau valorisée de la sécheresse et de donner des indicateurs, notamment vous pourrez cliquer sur la nappe du Vidourle ou de la Vistrinque qui est à proximité ici de Nîmes Métropole et voir son état quantitatif. Mais ensuite l'idée c'est d'avoir des outils de prévision. Donc ça c'est une version grand public qui est fortement aussi utilisée par le monde agricole. Et ensuite il y a les versions pour les métropoles, pour les agglomérations, pour les syndicats d'eau, pour pouvoir anticiper ces risques. Aujourd'hui, notre alimentation en eau potable est de plus en plus multi-ressources. C'est très rare qu'une collectivité dépende d'une seule ressource et on a des
des territoires qui sont maillés. Là, derrière moi, à l'écran, vous avez le département de la Manche, qui est un des syndicats des eaux avec lesquels nous travaillons depuis de nombreuses années. Et la Manche, on pourrait se dire, bon, ben, on est au nord de la France, il pleut beaucoup sur ce département, donc ils ont beaucoup d'eau. Ben non, parce que pour la même raison que ce que j'ai cité en introduction, ils sont sur des ressources superficielles. Et il peut se passer des événements comme en 2019, où pendant 3 mois, sur les mois de mai, juin, juillet, il ne tombe quasiment pas une goutte d'eau. Et là, vu que ces nappes n'ont pas beaucoup de stock, on se peut retrouver avec des captages à sec et toujours cette histoire de camions-citernes ou de coupure d'eau. Donc l'idée, c'est d'avoir des modèles, et là, du coup, ça fait la jonction avec la présentation d'avant, des modèles de réseaux de neurones, de machine learning, d'apprentissage automatique, pour fournir aux gestionnaires en eau des situations prévisionnelles plusieurs semaines à l'avance, avec des incertitudes, puisque plus on va aller loin dans l'échéance de prévision, plus le faisceau de prévision va être large. Mais en tout cas, nous, ce qui va nous intéresser en exploitation, c'est d'avoir le niveau le plus critique pour savoir d'anticiper des transferts d'eau entre différentes masses d'eau, puisque nos réseaux sont de plus en plus interconnectés, et d'utiliser plutôt telle zone d'un réseau de distribution qu'une autre zone. Donc concrètement, comment l'application fonctionne? Qui dit apprentissage automatique dit nécessité d'avoir une continuité de la chaîne de la donnée. Quand on veut faire un outil de machine learning en continu et d'outils d'aide à l'exploitation, le premier métier, c'est de faire des bases de données et d'alimenter de manière automatique des bases de données et d'avoir une continuité sur la base de données. Pour prédire une sécheresse, on a besoin d'énormément de données, des données météorologiques, des données hydrologiques. Les nappes superficielles sont interconnectées avec les cours d'eau. Tantôt, la nappe est alimentée par le cours d'eau, tantôt c'est le cours d'eau qui alimente la nappe. Donc on a besoin des données de réseau superficiel. On a besoin des données de niveau des nappes phréatiques. On a besoin des données d'extraction. Enfin, il y a tout un faisceau de données. On a également ajouté dans nos modèles des données de fréquentation touristique, puisqu'on n'a pas forcément en France encore des données sur les prélèvements partout. Les prélèvements ne sont pas suivis de manière, on va dire, optimisée, et ce n'est pas une information que l'on a forcément à 100%. Mais par exemple, avec le taux déremplissage des hôtels, je parlais notamment du cas de la Manche, mais quand il y a l'anniversaire du débarquement en Normandie et qu'on se retrouve avec un afflux touristique qui va exploser sur certains jours, ça va avoir un impact sur les ressources en eau, et c'est aussi des données qui vont servir à alimenter nos modèles. Une fois qu'on a assuré cette continuité de la chaîne d'alimentation des données, là on a des apprentissages qui ont été faits, une première paramétrisation qui a été faite, et ensuite des modèles qui, à des fréquences assez régulières, tous les mois, vont refaire des apprentissages pour pouvoir donner des simulations et donner des visualisations pour pouvoir arriver à ce type de graphe et les tableaux de bord que vous avez pu voir dans la vidéo de présentation, où là, à l'écran, vous voyez mieux que moi, vous avez par exemple la courbe d'une nappe phréatique sur un an. Donc c'est le niveau, donc ça pourrait être pareil dans une retenue d'eau, c'est le niveau de la nappe phréatique sur un an. Le cycle est au moment de l'automne. Là, à ce moment, automne-hiver, vous avez des précipitations et la nappe se recharge, vous avez le niveau de la nappe qui remonte. Et ensuite, on rentre dans l'été où on consomme de l'eau et où les précipitations diminuent, et on va avoir une diminution du niveau de nappe. Et ensuite, ce que va donner le modèle, c'est des prévisions de ce niveau. Donc là, c'est les courbes que vous avez sur la droite, avec des prévisions jusqu'à 3 mois. Vous voyez, vous avez 3 courbes. C'est notre intervalle de confiance à 90% des modèles. Ce qui veut dire que statistiquement, vous avez, selon le calcul des modèles, 90% de chances que votre niveau piézométrique se trouve entre ces courbes. Alors là, j'ai une situation plutôt sur la recharge, donc ça va nous donner des indications sur comment va être le niveau de la nappe à la fin de l'année. Mais nous, ce qui nous intéresse en termes d'exploitation, ça va être les niveaux bas,
pour savoir si on peut avoir d'éventuelles ruptures sur certains captages et prendre des décisions plusieurs mois à l'avance. Donc, en termes d'exploitation, au mois d'avril, au mois de mai, on fait tourner tous ces modèles pour savoir comment va se passer notre été et comment on met en place nos équipes pour exploiter les réseaux d'eau d'une métropole. Voilà, et je passe la parole à mes collègues et puis je répondrai à vos questions dans la deuxième partie. Merci Mathieu Bessé. Nous laissons la parole à Carole Delaine, Bonjour. maître de conférence à l'Université de Montpellier. Merci. Alors moi je vais aller assez vite aussi. Les diapos sont un peu denses, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Moi je travaille plutôt sur la modélisation du risque inondation. Et quand on veut modéliser, simuler en fait une inondation dans la ville, on se rend compte que le réseau d'assainissement joue un rôle important dans le transfert de l'eau, dans l'évacuation de l'eau dans la ville. Et donc, on a commencé à travailler sur la cartographie des réseaux d'assainissement. Alors, à l'origine, donc le point de départ, je ne sais pas comment on fait pour appuyer dessus. Quand tu cliquais tout à l'heure. Non, pour cliquer, pour montrer. Je crois que si, ça marchait. Ah, d'accord. Ah, génial. Ah, ça marche. Voilà. Bon, on va essayer ça. Donc, oui. Alors, le point de départ, en fait, c'était une problématique de cartographier le réseau d'assainissement de la ville de Fès, au Maroc. Pour lequel on a une collègue qui travaille là-dessus, qui n'a jamais réussi à obtenir aucune donnée sur ce réseau. Et donc, on a voulu essayer de détecter en fait, les plaques d'égout sur des images aériennes pour essayer de recartographier ce réseau. Et on s'est dit, on va travailler sur un exemple en France, vers Montpellier, et on aura plein de données, on arrivera du coup à valider. Bon, il se trouve que même en France, même dans les grandes villes, on n'a pas d'informations sur les réseaux d'assainissement ou très peu. On n'a pas vraiment de cartographie. Et quand on a la cartographie, on ne sait pas ce qu'il y a dessous, on ne connaît pas le diamètre des conduites, on ne sait pas à quelle profondeur. Voilà, il y a très très peu d'informations. Donc on a commencé par la détection des plaques d'égout. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a utilisé des réseaux de neurones, comme a présenté Anne. La difficulté, c'est que les objets sont très petits sur les images. On a des images aériennes, même si on a une bonne résolution de ces images. Vous voyez que sur une image, une plaque d'égout, voilà, ça ressemble à ça. C'est gris sur fond gris. Et c'est un objet qui est quand même assez petit, qui a une quinzaine de pixels maximum. Donc, on a essayé de créer une base d'apprentissage. Ça veut dire que quelqu'un a dû cliquer sur chaque objet pour dire, voilà, ça c'est une plaque, ça c'est pas une plaque. Et on donne ça au modèle qui va apprendre ça. Voilà, le problème, c'est qu'on a aussi beaucoup d'autres objets qui ressemblent, qui sont aussi gris sur fond gris, à peu près de la même taille, qui sont par exemple ici, bon là c'est pas gris, mais je pense une bouée dans une piscine ou des choses comme ça. Donc c'est très compliqué pour apprendre ça. Et ça fonctionne un peu, mais pas très très bien encore. Donc voilà, là je vais peut-être passer un peu vite sur cette diapo. C'est pour expliquer que voilà, pour valider, une fois qu'on a fait la détection, on a la vérité en vert là, la détection en bleu, et on va regarder si ça se correspond à peu près. Si ça se correspond, on va dire que c'est bon. Donc ça, c'est la précision, le total des objets correctement détectés sur le total des objets détectés. Et ici, on a, donc Anne parlait des différents paramètres tout à l'heure. J'arrive pas à aller par là. Ah voilà, c'est là. Donc on parlait des différents paramètres. Voilà, on a essayé d'adapter les paramètres, d'apprendre, de réapprendre, c'est-à-dire quand le modèle se trompe, il nous dit ça c'est une plaque d'égout alors que c'est pas, non, on va lui redonner à manger, entre guillemets, cet exemple en disant, non, ça c'est pas une plaque d'égout, donc tu recommences, tu apprends, tu réapprends, et on améliore un petit peu les résultats comme ça. Bon, on a d'autres pistes d'amélioration, et une fois qu'on a trouvé ces plaques d'égout, on essaye de
de les relier entre elles et de reconstituer le réseau avec un algorithme stochastique qui est plus trop intelligence artificielle, mais plutôt statistique, quoi, pour relier les plaques d'égout entre elles. Alors, par ailleurs, donc ça, voilà, il y a encore du travail quand même là-dessus, hein, parce que ça marche, mais pas aussi bien que la détection des chats qu'on peut trouver sur Internet, là. Parce que, voilà, encore une fois, les images de plaques d'égout, bah, c'est pas très contrasté. Mais admettons, si on arrive à détecter ces plaques et on arrive à reconstruire un petit peu le réseau, ça suffit pas. L'objectif, c'est de pouvoir faire un modèle hydraulique derrière, de faire le calcul de l'eau qui coule dans le réseau. Et les logiciels hydrauliques, ils peuvent pas fonctionner si on ne dit pas quel est le diamètre de la conduite, quelle est sa pente, quelle est la rugosité, donc pour savoir comment ça va couler. Donc, comme on n'a pas d'informations là-dessus, on a un autre projet qui s'appelle Mégadonnées pour les réseaux d'assainissement, qui vient juste de se terminer, qui consistait à essayer de faire de la fouille de données sur Internet. On a parfois je sais pas, un article du Midi Libre qui va nous dire que telle conduite s'est cassée, qu'elle a été remplacée. On a des gens qui râlent sur les forums, qui disent voilà, dans ma rue, il y a eu telle chose, telle ou telle chose. Et donc, on fait des requêtes sur Internet. Là, on va aussi utiliser de l'intelligence artificielle pour essayer de classer automatiquement. Donc, ça, on en a parlé aussi. Classer les documents de façon automatique, est-ce qu'ils nous concernent ou pas? Parce que si on cherche avec des mots-clés, conduite, qu'est-ce qu'on va chercher? Regard de visite, par exemple. Un regard, on peut tomber sur tout et n'importe quoi, du coup, qui n'aura rien à voir avec les réseaux d'assainissement. Donc, on va utiliser des réseaux de neurones aussi pour classer les documents. Est-ce qu'ils sont pertinents ou non? Et puis, on va essayer de fouiller après ces documents pour trouver des informations. Donc, on en parlait tout à l'heure, et les données, c'est vraiment quelque chose de problématique. C'est ce qui va nous manquer la plupart du temps. Et on va essayer d'analyser le texte pour reconnaître des entités thématiques. Donc, là aussi, il y a un peu d'apprentissage. On va annoter des textes, donc on voit pas bien là, mais ça c'est un texte annoté où on montre à la main, quelqu'un a souligné, par exemple chez ma direction d'assainissement, eau usée, voilà. Et le système va essayer d'apprendre tous ces termes et de les retrouver dans d'autres textes. Et ensuite mettre en relation ces termes, donc les termes techniques, avec ce qu'on appelle les entités spatiales et temporelles. Donc il va nous dire qu'il a repéré le mot conduite, par exemple, et pas très loin dans la phrase, il a trouvé, je sais pas moi, la rue Roger-Sabatier à Nîmes, voilà. Et donc il va essayer de relier ces termes entre eux pour pouvoir après essayer de les spatialiser. Et aussi on fait la même chose avec les entités temporelles pour savoir s'il y a eu un problème à telle ou telle date. Donc ça, c'est des travaux qui ont commencé finalement en 2017 avec ce projet. On commence à avoir quelques résultats, mais il y a encore énormément de travail à faire là-dessus, je pense, pour que ce soit bien efficace. Voilà. Et donc, une fois qu'on a récupéré quelques infos, il va toujours en manquer. Et encore une fois, le modèle hydraulique, il ne marche pas s'il manque une info. Une seule info, il ne peut pas tourner. Donc, il faut compléter les informations qui manquent, en particulier les diamètres, les matériaux pour avoir la rugosité et les altitudes. Ça, j'en parlerai pas, mais pour savoir dans quel sens ça va couler. Voilà, là je rentre pas dans les détails, mais on utilise aussi des réseaux de neurones qui s'appellent Graph Neural Networks, en fait, qui vont prendre en compte la structure du réseau pour essayer de retrouver les informations qui manquent. Donc, sachant qu'un diamètre d'une conduite, il sera forcément un petit peu lié au diamètre de la conduite d'à côté. Donc, on va essayer d'utiliser le système en graphe du réseau pour retrouver ces informations. Alors, je pense que je parle trop, donc je vais conclure. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un modèle générique, en fait, pour récupérer toutes les infos qu'on peut, soit des images, des textes, des bases de données, les fusionner dans une même base de données, compléter les données manquantes, et après, je reviens à mon objectif, finalement, de départ, qui était vraiment la cartographie du risque d'inondation.
Donc là, j'ai aussi d'autres projets qui vont utiliser les réseaux de neurones pour essayer de relier donc, ce que faisait Anne la pluie au débit, mais ensuite aussi à la cartographie des surfaces inondées. Voilà. Merci beaucoup, Carole. C'est très frustrant parce qu'en même temps, c'est passionnant et puis le temps ne s'arrête pas. Mais de toute façon, encore une fois, et puis même pour vous, vous posez pas mal de questions, super. Mais on a décidé de faire ce format, d'abord les exposés et après l'échange. Donc merci Carole. Merci. Donc là, on va faire une petite pause vidéo encore. C'est juste qu'il faut cliquer une seule fois sur la zapette pour pas passer la vidéo. Et on va ouvrir un peu le débat. Là, on a eu 2 exposés qui étaient quand même assez orientés appliqués service secteur de l'eau. Et on va voir qu'avec ces mêmes technologies, on peut aussi les transposer dans d'autres secteurs. Donc ça va être un peu l'ouverture de ce côté appliqué sur d'autres secteurs. Benoît, merci pour ta présentation. Data Terrace, c'est aussi un moyen d'arriver à atteindre cet objectif, trouver comment visualiser toutes les données des entreprises, quelles qu'elles soient. Nous avons tous fait le constat d'un réel manque de maturité des entreprises concernant l'exploitation de leurs données, et ce malgré un très fort investissement dans leurs équipes IT. Nous savons également que dans les années à venir, l'usage des objets connectés va exploser et par la même occasion, la quantité de données produites. L'ambition de Data Terrae, justement, c'est de fournir à la fois les outils pour exploiter ces données de manière simple, intuitive, sans avoir une armée de développeurs pour arriver à un résultat rapidement. Mais aussi, ce qu'on propose, c'est une méthode, une méthodologie pour permettre l'adoption de l'intelligence artificielle et de l'analyse de données dans les entreprises. C'est un one-stop shop de la donnée. On n'a pas besoin d'autres outils. Data Café permet de gérer la collecte jusqu'au rapport qui permet de mettre de la valeur sur les données. Entre temps, en fait, on travaille sur des modèles pivots qui permettent d'uniformiser les données pour enrichir les données avec des sources externes, ou alors justement de partager des modèles scientifiques qui ont été développés par d'autres entreprises, par exemple. Le fait d'utiliser la solution Data Café permet à l'utilisateur en fait de s'occuper de ses données, donc de rester focalisé sur le côté métier sans pouvoir se focaliser sur le processus derrière. Nos projets de développement sont très nombreux puisque finalement, comme on s'intéresse aux données en tant que telles, on n'est pas cantonné à un secteur d'activité. On permet à des entreprises de faire des expérimentations sans devoir investir des millions d'euros. Chaque fois qu'on développe quelque chose, on essaie de faire en sorte que ça soit transposable et que ça soit réutilisable d'un contexte à un autre. D'un point de vue général, on a aussi l'ambition de fédérer différentes communautés sur le principe de l'open source, et également de sensibiliser le public à l'enjeu des productions de données et de les accompagner en fait dans le changement qui a été instauré par l'évolution technologique. Donc en priorité, ça sera la smart agriculture, smart building, smart city, mais avec potentiellement des développements dans le domaine bancaire et dans tous les domaines d'activité dans lesquels il y a énormément de données qui sont produites et qui sont très souvent très peu utilisées. La stratégie, en fait, qu'on veut mettre en œuvre, je pense, c'est de permettre d'interconnecter ces choses-là ensemble pour permettre à tout le monde en fait, de pouvoir utiliser des modèles complexes pour enrichir leur application, puis créer de la connaissance grâce à ça. Donc, bonjour à tous. Donc, je me présente, donc moi je suis Benoît Lange, donc le PDG de la société Data Terrae. L'objectif de Data Terrae, en fait, c'est quelque chose d'assez simple. On essaie en fait de permettre à nos clients, à nos partenaires, en fait, d'améliorer leur connaissance sur la donnée et notamment en utilisant l'intelligence artificielle. En gros, on va simplifier la démarche de transformation digitale de nos clients, de nos partenaires, pour utiliser au mieux les données qu'ils vont produire ou les données qui existent autour de nous. Une des grosses problématiques qu'on voit quand on travaille autour de la problématique de la donnée, c'est que finalement, c'est quelque chose qui est compliqué, qui peut faire peur, c'est quelque chose qui est nébuleux, il y a beaucoup de choses autour de ça, et ça pose plein de problèmes, plein de questions. Et pour répondre à ça, la plupart des sociétés, elles vont investir énormément d'argent dans des solutions data, elles vont avoir des équipes techniques qui sont relativement importantes, qui vont grossir progressivement, et le cœur du métier, finalement, il va complètement disparaître. Et c'est quelque chose qui est dramatique pour les sociétés, puisque finalement, leur cœur de métier est complètement effacé en fait par le domaine technique, par l'informatique de manière générale. Nous, ce qu'on essaie d'amener justement à nos clients ou à nos partenaires, c'est d'être capable de se refocaliser sur leur cœur de métier au travers de 2 outils qu'on a développés. Le premier, c'est une data fabric, et le deuxième, c'est le data sprint. La data fabric, qu'est-ce que c'est en fait? C'est simplement un ensemble de briques logicielles qui permet de traiter de la donnée, analyser la donnée. Quand on parle d'analyser, c'est assez global, hein, ça va de l'analyse statistique à l'intelligence artificielle relativement poussée. De manière très simple, on se focalise sur le métier et les outils sont développés pour les gens du métier. On ne va pas travailler sur des algorithmes à implémenter ou des choses comme ça. On va assembler des briques simplement
et monsieur tout le monde du métier peut les utiliser pour améliorer la connaissance en fait, sur les données de la société. Le deuxième aspect, c'est donc le data sprint. Le data sprint, qu'est-ce que c'est? C'est une solution en fait, d'accompagnement de nos clients pour développer une solution data. Les clients ou nos partenaires vont développer énormément de solutions, ils vont produire beaucoup de données, beaucoup de connaissances, mais finalement ils ont du mal à exploiter ces données-là. Nous, on va les aider à aller vers l'exploitation et l'amélioration de ces données-là, en allant chercher en fait ce qui existe dans l'état de l'art, de la recherche, de l'art industriel, et on va leur permettre au travers de notre data sprint en fait d'exploiter ces données. La data sprint il va se passer en 2 phases. Une première phase d'une semaine où on va travailler avec le client, les équipes métiers pour comprendre leurs besoins, leurs finalités et être capable de produire des KPI pour exploiter correctement les données et produire l'intelligence artificielle qui va être dédiée à ces données-là. Et une deuxième phase de pré-industrialisation en 1 mois qui nous permet de créer une application pour démontrer l'intérêt en fait de cette solution-là et comment on va exploiter les données et pouvoir tester potentiellement des nouveaux business models. Cette démarche de data sprint et de data factory, on l'a mis en place au travers d'un projet interne qui était autour de la cyanobactérie. On s'est intéressé sur la problématique de cyanobactérie. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a eu des contacts avec de nombreux industriels qui sont autour de l'eau et on s'est intéressé à comprendre en fait comment finalement évolue la cyanobactérie. Il y a plein de travaux de recherche qui sont menés sur cette thématique-là, en fait, pour être capable de modéliser le comportement de la cyanobactérie, comprendre les évolutions, d'où viennent les cyanobactéries et comment elles évoluent en fonction de l'activité humaine. Mais c'est plein de choses qui sont relativement préliminaires en termes de travaux. Nous, l'objectif, en fait, c'est d'avoir une approche un petit peu différente, où on va avoir une approche de type brute force, en utilisant l'intelligence artificielle. On va essayer finalement, avec la connaissance scientifique, de revenir essayer de comprendre en fait finalement le développement de la cyanobactérie. Pour ça, en fait, ce qu'on a fait, c'est toujours la même problématique, c'est on avait besoin de collecter des données de différentes sources, donc des données qui étaient issues de l'open data comme Bo, etc., mais aussi des données privées qui sont fournies par des fournisseurs de l'eau, mais aussi des données autres, typiquement des données météo, des données satellites. Et à partir de tout ce corpus de données, on allait chercher différents algorithmes, on a construit plein de petites boîtes en fait, qui nous ont permis de faire de la caractérisation en fait, de l'activité au sol à proximité des réseaux d'eau, de la détection justement d'activités anormales à proximité des réseaux d'eau, etc. Et ça nous a permis en fait de construire plein de petits éléments qui commencent à nous permettre de déterminer en fait les problématiques qui sont liées à la cyanobactérie. Et en parallèle de ça, on est allé contacter donc des chercheurs pour venir intégrer des modèles mécanistes donc, qui vont simuler le comportement de la cyanobactérie, pour l'intégrer directement dans le réseau de neurones et pour être capable de simuler en fait l'évolution de cette bactérie. Voilà. Et je vais passer la parole. Merci. Moi, Jean-Michel Clerc, je suis un spécialiste de l'innovation et un conseiller technologique donc, à ADOC, qui est l'agence de développement économique de la région Occitanie. Comme je l'ai expliqué Franck tout à l'heure, nous, notre rôle, c'est d'accompagner effectivement les entreprises à développer des innovations en liaison avec le fabuleux potentiel de recherche qu'on a en Occitanie et en particulier dans le domaine de l'eau, puisque c'est quand même une puissance phénoménale avec un centre UNESCO et puis un GIS spécialisé dans le domaine de l'eau à Toulouse. Donc là-dessus, nous, on a interface recherche-entreprise pour mettre justement en production industrielle ces travaux de laboratoire de recherche. Donc l'avantage, c'est qu'étant un ancien de Limoges et de Montpellier, moi j'ai toujours travaillé dans le domaine de l'eau et dans le domaine de l'innovation. Et si on regarde bien cette notion d'intelligence artificielle, il faut voir qu'en fait, elle est mise en œuvre très tôt, quasiment dès les années 90, comme l'a expliqué tout à l'heure Anne Joannet, en fait sous forme de système expert, et ça vient plutôt dans une problématique métier, je dirais, en liaison avec les barragistes à l'époque, c'est faire des barrages pour justement, effectivement, regarder au mieux possible, dans le cadre d'une approche à la fois hydrologique et hydraulique, quels sont les comportements en fait des bassins versants et dans quelle mesure on va pouvoir remplir un barrage pour des usages déterminés et calculer en fait les évacuateurs de crues qui à l'époque pouvaient se faire de manière latérale ou qui pouvaient déverser sur le propre barrage. À l'époque, c'est des systèmes experts qui sont plutôt centrés sur des approches hydrologiques, hydrauliques et un ensemble d'autres données qui sont plutôt des données géologiques, géotechniques, étaient traitées de manière conventionnelle. L'ensemble des résultats des systèmes experts étaient comparés en fait avec des modèles mathématiques beaucoup plus classiques et beaucoup plus conventionnels.
Si on regarde par la suite, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un enrichissement des données qui ont été prises en compte. Et un bon exemple, on va rebondir sur les histoires de canalisation, c'est les canalisations d'eau potable qui représentent en France 1,5 milliard d'investissements par an pour leur maintien, pour la bonne distribution des réseaux d'eau. Et malgré cet investissement important, on est toujours quand même à 1 million de mètres cubes de fuite par an, ce qui est en termes de coût colossal. Donc là-dessus, il y a eu effectivement des systèmes experts aussi qui ont été développés. Et un exemple, c'est celui qui avait mis qui s'appelle Sirocco, qui avait été développé par G2C Environnement à l'époque en 2008. Et quand on a parlé tout à l'heure de l'assainissement, il y avait la gestion patrimoniale des réseaux d'assainissement qui intervient avec Indigo en 2011. Aujourd'hui, on voit bien que cette notion de détection des fuites, détection des casses, la notion de prédiction des dommages, la notion d'impact économique de la fuite, la notion de gestion également dans le patrimoine de la collectivité, elle s'oriente aujourd'hui beaucoup plus effectivement sur du machine learning, avec un très bon outil en France qui est HPO, qui a été primé au concours national de l'industrie en 2019 et qui a aussi émergé aux États-Unis avec Fracta, qui est une boîte qui a été rachetée par des Japonais en 2018. Le retour d'expérience que l'on a quand même, c'est qu'aujourd'hui, il faut des variables descriptives qui soient bien maîtrisées. Et effectivement, si aux États-Unis, il y a une fuite en avant pour prendre beaucoup de données, 150 variables, c'est pas pertinent. Si on compare aujourd'hui une approche européenne en détection, prévision de fuite avec une approche américaine, on voit que la fuite en avant sur cette notion de variable n'est pas bonne parce qu'elle n'amène à rien. Ça complexifie et finalement, ça revient à une approche, on va dire, plus probabiliste ou statistique qu'autre chose. Et ce que ça a été dit tout à l'heure aussi, on a un problème de qualification des données. Donc aujourd'hui, pour avoir des résultats qui sont pertinents, il est souvent nécessaire de passer par une phase d'enrichissement des données. Donc ça, je ferme la parenthèse pour la partie des prévisions des risques, canalisation et gestion patrimoniale. Dans les années 2010, et pour donner un autre repère, il y a eu des projets qui ont été financés par l'Agence nationale de la recherche à l'époque pour de la fouille de données et du data mining. Ça venait essentiellement lié au fait que les services de l'État avaient énormément de données et acquis par les services de données qui n'étaient pas forcément bien exploités. À partir des années 2015, on a cette notion, alors toujours dans le domaine de l'eau, je m'excuse, c'est l'envolée du smart water qui arrive effectivement avec les compteurs connectés, et où là on a une approche beaucoup plus pluridisciplinaire qui va marier des bases de données, des systèmes d'information géographique, des outils d'aide à la décision et aussi des sciences humaines et sociales. Donc là, c'est des outils aujourd'hui qui sont utilisés et qui donnent effectivement des résultats à l'échelle plutôt d'une agglomération parce qu'il faut quand même des services techniques relativement performants. Alors si on regarde bien le retour d'expérience sur plusieurs centaines de projets qui marient effectivement les techniques de l'intelligence artificielle et différents types d'entreprises, que ce soit des producteurs de composants, des gens qui sont plutôt des exploitants de réseaux d'assainissement ou d'eau potable, et puis des gens qui produisent des équipements, ce qu'on voit bien, les clés de réussite, c'est quand même qu'il faut vraiment cette vision métier, avec un projet qui soit quand même bien constitué et bien géré, hein, ça, c'est vrai pour tous les projets industriels, mais la clé c'est qu'il y ait quand même des ressources internes qui soient formées, des développeurs, des data scientists, parce que sans ça, à mon avis, on ne s'en sort pas. Ça ne veut pas dire, hein, comme l'a dit tout à l'heure la personne de Data TRA, qu'il faut effectivement passer d'un métier de l'eau à un métier informatique, ça ne veut pas dire ça, mais il faut quand même un minimum de compétences internes. Et un point important, c'est que les résultats issus de l'utilisation de l'intelligence artificielle peuvent ne pas être au rendez-vous. C'est-à-dire que vous pouvez arriver trop tôt, c'est-à-dire que la collectivité peut dire effectivement, c'est super, et les équipes de terrain vont dire nous on reste à la maison. Il
faut voir que derrière l'intelligence artificielle, il y a quand même un travail d'acceptation sociale, d'acceptabilité à pratiquer, parce que le risque, c'est que ça ne soit pas mis en œuvre, parce que ce n'est pas compris, parce que parfois les acteurs ont l'impression d'être remplacés par une intelligence, entre guillemets, qu'ils ne maîtrisent pas ou qu'ils ne comprennent pas. Alors ça, c'est vrai à l'échelle d'un petit service, c'est vrai à l'échelle d'une usine, et dans le passé récent, même par rapport à un syndicat. Un syndicat qui va défendre ses salariés, qui va dire qu'est-ce que vous nous flanquez de l'intelligence artificielle en plein milieu. Donc il y a quand même une phase amont de diplomatie, de faire comprendre et de formation, qui est à mon avis absolument nécessaire. Merci beaucoup Jean-Michel. Merci Benoît, je n'ai pas dit tout à l'heure. Voilà, c'était un ensemble d'exposés, on a essayé d'être le plus ouvert possible. Donc je vais reprendre la zapette pour passer au grand débat que vous attendiez tous, hein. Je pense que vous êtes tous venus pour ça. Donc voilà, la parole est à vous. Donc vous avez l'occasion d'avoir une belle brochette, si je puis dire, d'experts sur l'IA. C'est le moment d'en profiter. Bien sûr, vous pouvez toujours poser des questions sur Slido. Alors, on a déjà beaucoup. Alors, vous avez une petite fonction sympa, c'est qu'on peut liker des questions. Et ça, c'est pratique pour nous parce que du coup, ça nous permet de prioriser les questions à poser en premier. Et je crains qu'on n'ait déjà pas le temps de répondre à toutes les questions. Donc, si vous voyez qu'il y a des questions qui vous intéressent, n'hésitez pas à liker vos propres questions. C'est le principe, le like aujourd'hui, on like tout. C'est pas mal. Du coup, on va peut-être commencer les questions, Gonel. Bon, il y en a une qui sort du lot. Alors, c'est comment simuler le côté émotionnel de l'être humain avec l'intelligence artificielle. Alors, je ne sais pas. C'est une grande question. Effectivement, hein, on se pose tous cette question. Je pense que c'est en référence au clip de Mythique et peut-être de R. Est-ce qu'un jour on va arriver à effectivement avoir une relation? Moi j'ai un Google Home à la maison par exemple, c'est vrai qu'on l'utilise pour poser des questions et avoir des réponses, un peu comme un dictionnaire. On n'a pas encore la relation affective qu'on a avec une personne. Est-ce que ça peut arriver finalement et si oui, par quel biais ça pourrait arriver? La qualité de la réponse Si je peux répondre d'un point de vue historique, quand on a parlé effectivement de l'alerte et de la prévision et des systèmes de crue, tous les objectifs ont été justement de pouvoir prendre des bonnes décisions objectives et surtout d'enlever le côté émotionnel. Donc tout ce qui a été mis en œuvre, c'était surtout pour éviter l'irruption du contexte émotionnel qui pouvait induire des défauts d'appréciation et des défauts de jugement. Donc pour la petite partie que je connais, ça a été surtout éviter ce côté-là. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les projets de transformation digitale, c'est vrai qu'on a l'IA qui arrive très rapidement sur la fonction de relation client, ce qui est bizarre, hein, mais, et qui marche très très bien. Et là se posent de grandes questions sur le rôle justement et le type de réponse que doit apporter l'IA par rapport à un être humain, qui pose une question d'être humain normalement à être humain. Et donc c'est vraiment des sujets qui sont de l'ordre de la recherche aujourd'hui. Comment interagir avec une machine, malgré tout, ça reste une machine, de telle sorte qu'on arrive à passer le cap de simplement la question-réponse. En tout cas, c'est ce qui est attendu, quoi. Ouais, c'est ce qui est attendu. Ouais. Pas pour tout le monde, peut-être. Justement, par rapport à ça, j'ai plusieurs remarques. Il y a eu des travaux qui ont été faits justement sur le caractère émotionnel pour évaluer justement les relations humain-machine. Et quand on regarde, en fait, il y a des gens qui commencent à avoir justement des relations avec les machines plus simplement qu'avec les humains. Donc il y a vraiment des comme dans R, quoi. Ouais, mais c'est triste. Oui. Voilà, parce que du coup on enlève quand même ce côté-là. Donc il y a des choses qui se font là-dessus. Et nous, pour l'histoire, on est en train de travailler justement sur le e-sport pour être capable aussi de caractériser finalement cette émotion humaine dans le cadre du e-sport. Et c'est des choses qui sont dans l'air du temps et sur lesquelles les gens vont aller. Donc on va s'appuyer sur des capteurs pour l'instant pour aller mesurer justement ce côté émotionnel, le ressenti des gens. Il y a plusieurs sociétés en France qui travaillent là-dessus. Et il y a tout intérêt justement à aller caractériser ça pour faire des bonnes choses derrière. Il ne faut pas s'en servir pour aller modéliser des choses mal. Oui, déjà, techniquement, on peut mesurer le ton sémantique d'une phrase dans les réseaux sociaux, par exemple, pour donner des tons favorables. Dans le sport, ce qu'on veut faire, c'est être capable finalement d'être capable d'avoir des haters et des joueurs standards
l'émotion qu'on va mettre quand on va jouer, quand on va écrire certaines phrases quand on va jouer, c'est pas forcément la même chose entre le ressenti et l'émotion qu'on a voulu mettre dedans. Et toute l'idée, c'est d'être capable de mesurer en fait la différence entre les deux pour se dire finalement cette personne elle est vraiment énervée parce qu'il y a une action qui n'était pas plaisante, alors que lui c'est quelqu'un qui veut avoir une relation destructive avec les autres. Et c'est des choses qui sont mesurables maintenant et oui, Anne, pardon. Oui, après, pour revenir à la question sur comment on pourrait l'intégrer dans une intelligence artificielle, comme on l'a dit, il faut des données et puis il faudra une fonction de coût pour effectivement faire cet apprentissage et l'apprendre. Alors les données, ça va être effectivement, il faut avoir des capteurs, ça a été dit, pour mesurer, je sais pas moi, la température de la peau, plein de trucs pour la personne. Mais pour l'intégrer à l'IA, il faudrait peut-être, je dis un exemple idiot, qu'elle se dise, parce que souvent ce qu'on cherche c'est de l'approbation quand on parle, quand on discute avec des gens. Et alors, ce qu'on craint, c'est la désapprobation, c'est d'être jugé. Donc c'est pour ça que des fois on préfère parler avec une machine qui, elle, ne va pas nous juger. Donc on fait aussi pour la pédagogie, hein. Pour les enfants, on dit que c'est pas mal qu'ils puissent apprendre tout seuls, parce que comme ça, ils peuvent se tromper sans avoir de jugement. Voilà. Et on pourrait imaginer de rajouter une fonction plus ou moins non supervisée qui se satisferait quand les gens like, par exemple. Celui-là, il me like beaucoup, je l'aime bien, donc je vais le favoriser. On peut imaginer ce genre de choses. Oui, mais c'est vrai que cette relation avec la machine, elle est quand même pas... nous-mêmes, d'ailleurs, il y a une question aussi sous-jacente, est-ce que c'est pas nous qui nous adaptons à la machine? Parce que là, je vois par exemple, il y a combien de micros dans cet hémicycle? Donc ils ont tous l'occasion d'appuyer sur le bouton pour s'exprimer, mais finalement, ça passe quand même par Internet. C'est pas du tout une critique, hein, mais c'est un constat. Donc, mais n'hésitez pas, si vous voulez appuyer sur le bouton pour vous exprimer, on peut entendre votre voix. Déjà, on voit vos visages, c'est nouveau et c'est sympa finalement, hein. Mais n'hésitez pas. On va continuer, mais on a encore 15 minutes d'échange, mais ça va passer très vite. Donc, une deuxième question, est-ce que les ordinateurs quantiques, on pourra créer de vrais IA qui pourraient passer le test du Turing. Oui, le test de Turing qui est le test qui depuis 1960 peut-être, était le père Turing en disant un jour, si la machine peut se substituer à l'être humain, ou du moins si l'être humain ne reconnaît pas qu'il parle une machine, on aura franchi une singularité technique. Et là, on se posera des questions. Alors, on n'y est pas encore, mais est-ce qu'avec l'ordinateur quantique, on pourrait y arriver? Alors, l'ordinateur quantique, c'est un ordinateur avec une technologie complètement différente de l'ordinateur classique. On ne va pas rentrer dans le détail du quantique, mais ça promet, en tout cas, une puissance de calcul sans précédent. De mémoire, mais typiquement, je crois que c'est l'an dernier ou il y a 2 ans, le test de Turing, il a été cassé par une intelligence artificielle standard. Et justement, ils sont en train de vouloir le remettre en cause parce que finalement, si une intelligence artificielle est capable déjà d'outrepasser le test de Turing, c'est quelque chose qui peut poser problème. Et les machines quantiques vont arriver dans des problématiques qui sont un poil plus complexes que ce qu'on va avoir sur des tests de Turing. L'objectif, c'est vraiment d'être capable de répondre beaucoup plus rapidement sur des problèmes qui sont NP difficiles. Donc NP difficile, c'est compliqué, on va dire. Très complexe, voilà. Oui, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment des projets très complexes, vraiment très compliqués, qui demandent beaucoup de ressources de calcul. Là où la machine quantique va être capable de faire le même résultat qu'une machine standard, mais en beaucoup moins de temps. Oui, on a eu des grands projets là, à part les batteurs de jeux d'échecs et de Go. C'est vrai qu'il y a des projets super étonnants sur l'éloquence. Ou même Watson, donc de projets d'IBM, commence à avoir des IA qui commencent à aider à interagir effectivement avec des êtres humains. Et le concours d'éloquence qu'on voit dans les grandes écoles, c'est à celui qui défendra mieux son propos. Et puis il y a des juges qui disent celui-là, je le crois plus crédible que l'autre. Et aujourd'hui, même si l'IA n'a pas été encore quand même le vainqueur de ces concours, il a des scores très très impressionnants. Toute chose égale par ailleurs, je crois que la limite aujourd'hui quand même technique de l'IA, c'est qu'elle est très forte sur un domaine mais très précis. C'est pour ça que MP complexe, ça veut dire est-ce qu'il peut répondre à toutes les questions qu'on pourrait imaginer? Non. C'est là la limite aujourd'hui de l'IA, c'est qu'elle est quand même mono-contexte, je crois. Et c'est peut-être ce qui peut nous rassurer pour l'instant. L'être humain a de ceci complètement différent de l'IA, c'est que lui, tu lui poses une question sur n'importe quoi, il peut répondre, alors que l'IA, elle peut complètement être absente sur un des sujets qu'elle n'a pas appris. Parce que comme le disait Anne, finalement, c'est pas la technologie de l'IA qui fait sa qualité, c'est sa connaissance. Et sa connaissance, elle vient de ses datas, donc de son entraînement. Après, justement, Yann LeCun, typiquement, cette année, il a lancé des travaux
Donc Yann Lequin, c'est un des papes de l'IA, justement sur la généralisation justement de l'apprentissage, alors, principalement sur le traitement d'images. L'objectif, c'est plus d'apprendre quelque chose de relativement spécifique, on va apprendre de manière globale pour essayer finalement de construire une IA qui soit vraiment globale sur la compréhension vidéo. Par contre, ça devient des choses qui sont un petit peu plus larges que ce qu'on fait, mais on est quand même toujours sur un domaine très, très spécifique. Après, pour le côté généraliste, hein, on pourrait toujours imaginer une machine, effectivement, avec des temps de calcul extrêmement courts, hein, qui, on lui pose une question, elle n'a pas appris, ben, elle va chercher avec les mots-clés de quoi apprendre toute seule, elle apprend en 3 secondes et puis elle peut répondre. Parce que là, l'homme ne fera pas en 3 secondes. Quoi. Est-ce qu'on a une autre question? Merci Oui. pour la qualité des réponses, hein, c'est super. Alors, une question que je trouve intéressante. Que pensez-vous du coût énergétique de l'IA? Grande question. Désolé, je vais encore répondre. Nous, justement, c'est une des problématiques qu'on s'est posées. On a eu un projet cette année sur le développement d'une solution IA pour être capable de faire de la détection de frelons asiatiques sur les abeilles, enfin sur les ruches d'abeilles. Et une des questions qu'on s'est posées, c'est finalement quel est l'intérêt d'un point de vue énergétique de développer cette solution-là versus protéger les abeilles. Donc on a fait le choix d'aller protéger les abeilles, mais il y a un vrai coût énergétique en fait qui est relatif à ça, parce que du coup on a des machines qui vont surconsommer. Je crois que cette année Tesla, ils ont acheté le 3e supercalculateur mondial en termes de puissance, donc du coup d'énergie. Et quand on va construire ces modèles-là, en fait, il y a une vraie question en fait philosophique derrière, c'est est-ce que finalement construire des modèles qui vont consommer énormément d'énergie, c'est réellement nécessaire, et est-ce que c'est viable, et est-ce que c'est pas quelque chose qu'on pourrait déporter? Pour répondre à ça, on a commencé à imaginer en fait des solutions qui peuvent se baser sur de l'énergie, on va dire gratuite, parce que quand on va produire de l'énergie qui va être verte ou de l'énergie hydraulique, parfois on se retrouve à devoir décharger cette énergie-là, c'est-à-dire on va la disperser, enfin comment on dit, diffuser, enfin pas la diffuser, mais en fait s'en débarrasser. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas la réinjecter dans le réseau. Et une des problématiques qu'on s'est posées, c'est est-ce qu'on ne peut pas réutiliser cette énergie-là justement pour construire des IA qui soient réellement green et être capable finalement d'aller vers de l'IA nouvelle génération. Justement, Mathieu, vraiment vous avez je pense un système de valeurs dans votre entreprise assez environnement que nature, je ne vais pas dire écologique, mais est-ce que dans vos applications, voilà, vous avez une orientation, des bonnes pratiques Green IT est-ce que vous veillez justement à cette problématique du coût énergétique des solutions numériques qui doivent répondre à des problématiques d'environnement? Alors, on a 2 options, on a 2 démarches. La première, c'est au niveau du code, hein, quand on développe, on va passer du temps à l'optimisation du code. Hein. Donc, ce sont sur les différentes technologies qu'on utilise. Hein, tout à l'heure, il y a eu une question sur quelle technologie est utilisée. Pour l'IA, nous on est sur Python. Donc on consacre toujours dans nos temps de développement et dans nos coûts de développement une phase d'optimisation qui permet de réduire les temps de calcul, puisque c'est ce qui va in fine réduire le coût. Et ensuite il y a un autre sujet qu'on n'a pas encore aujourd'hui résolu, sur lequel on travaille, qui est ensuite la délocalisation de ces puissances de calcul dans un cloud pour gagner en puissance de calcul. Ça a des avantages et des inconvénients, sachant que sur les providers de cloud, les plus puissants et les plus efficaces, ce sont ceux des GAFA. Après, ça pose d'autres questions en termes de techno, d'indépendance, de souveraineté, environnementale, puisque c'est énormément d'énergie qui sont derrière ces clouds. On n'a pas résolu la question. Ce qui est sûr, c'est que nous, aujourd'hui, on a besoin de plus en plus de capacité de calcul. En tout cas, la solution de facilité, ce serait de se tourner vers ces solutions-là. On regarde aussi des clouds souverains français. Voilà, on est toujours dans cette démarche. On n'a pas, en tout cas à ce stade, résolu cette question-là. Et effectivement, on se la pose et ça prend du temps de répondre à ça, parce que c'est vraiment une stratégie d'entreprise. Une fois qu'on a choisi une techno, c'est compliqué de changer de techno. Ça se fait, mais ça a un coût. Et on veut prendre le temps d'y réfléchir longuement, et aussi sur
sur les labels en termes de numérique vert. Parce que c'est aussi l'avenir. Aujourd'hui, la réalité aujourd'hui, c'est qu'on a moins d'énergie et que le numérique a une empreinte carbone plus forte que l'aéronautique aujourd'hui, et que ça va faire aller croissant. Donc on a besoin de se poser ces questions-là, et quand on est une entreprise, effectivement, c'est des sujets quotidiens, et la réponse est complexe. Carole, et puis après Jean-Michel, je crois que je voulais juste dire que je trouve ça vraiment très intéressant, là, toutes ces questions qu'on se pose. Et je pense qu'il faut qu'on apprenne quand même un peu à ralentir, et qu'on n'a peut-être pas besoin, quand on a une question, d'avoir la réponse dans les 3 secondes ou dans les 2 secondes. Et voilà, qu'on essaye de trouver des solutions. Alors, je trouve ça très intéressant, les solutions de récupérer l'énergie qui va être perdue parce qu'on n'en a pas besoin à ce moment-là. Et voilà, c'était un petit message personnel, surtout pour les jeunes. Apprenez à ralentir et pas être toujours sur les smartphones dès qu'on a une petite question ou quoi que ce soit. Oui, c'est un message des contraintes pour le dirigeant d'entreprise qui arrivent vraiment aussi de façon très, très rapide et très forte pour leur business model quand même. C'est ce qui amène aussi la transition numérique des entreprises, qui passe de la transition à la transformation. Vous voyez, il y a 2 mots un peu subtils, mais il y en a un, notamment transformation, qui prend une vision beaucoup plus holistique de la problématique de leur activité par rapport à leur environnement, de leur écosystème. Et ça, c'est assez nouveau finalement dans les entreprises. En tout cas, nous, de notre génération, quand on faisait des systèmes, on ne pensait pas forcément au facteur coût, sauf si c'était une problématique mécanique. En tout cas, on ne pensait pas à l'environnement. Et aujourd'hui, les jeunes, en tout cas peut-être pas tous, mais beaucoup sont pour eux ancrés dans leur système de valeurs. Et c'est d'ailleurs un problème d'employabilité aujourd'hui sur les entreprises qui s'ils ne le font pas, sont moins attractifs que les autres. Donc c'est un vrai sujet de compétitivité aussi, que de s'occuper de son empreinte sur l'environnement. Oui, Jean-Michel, tu voulais parler. Alors moi, je vais vous donner un exemple chiffré. Tout à l'heure, j'ai parlé des fuites, les fuites sur les réseaux. Chaque fois qu'on a une goutte d'eau qui fuit d'un réseau, il faut voir que derrière, on a un ensemble de pompage qui s'est mis en œuvre. Il y a même beaucoup de pompes pour prendre l'eau, la cheminer, la traiter, la pousser dans les réseaux. À l'échelle de la planète, la consommation énergétique perdue liée à ces fuites d'eau, c'est 100 TWh. Autrement dit, pas loin de 30 centrales nucléaires. Donc si je compare effectivement ça à un petit peu d'informatique qu'on utilise pour des outils qui font de l'intelligence artificielle pour prévenir ces phénomènes de casse et de réduction de fuite, c'est epsilon. C'est même pas un pouillème de centrale nucléaire. Donc, un pouillème de centrale nucléaire avec de l'intelligence artificielle égale 30 centrales. Donc, c'est colossal. Donc, je pense qu'effectivement, il faut être économe de l'énergie, des calculs et tout ça. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, heureusement qu'il y a de l'intelligence artificielle. Là, tu nous as recadré le sujet, là. Mais c'est super, merci. On passe à une autre question. Et c'est des données officielles de l'agence internationale. On était là à de surveiller nos mails à chaque fois. Oh mince, j'ai dépensé 10 centimes. Là, c'est bon finalement. Ah oui, aujourd'hui, vous pouvez y aller. Hein. Et ce sont des chiffres, j'insiste bien, officiels de l'agence internationale de l'énergie. Merci Jean-Michel. Gwenaëlle, une autre question. Vous n'avez vraiment pas de questions Si, vous en avez? Il y a Anne-Joanne qui a une question aussi, ou une réponse. C'était une réponse. Je peux parler direct comme ça, ouais. Bonjour, je suis Octavien Dobrician, Synapse. J'aurais 2 questions. Une très appliquée, on va dire, par rapport aux prévisions qu'on a vues. Est-ce que ces prévisions sont produites pour la sécheresse, notamment? Est-ce que c'est un mix de modélisation physique et de AI, ou c'est de l'intelligence artificielle pur sang qui fait tourner des scénarios qui sont plus, moins par rapport à une courbe qui se voulait nominale, on va dire, de la prévision?
Est-ce que c'est des modèles hybrides qui fonctionnent ou c'est pour faire l'analogie avec ce qu'on a sur les routes Non. ou c'est du tout électrique C'est du tout électrique, c'est-à-dire qu'on est 100% machine learning avec différentes technos de machine learning, c'est-à-dire qu'à chaque fois on teste plusieurs modèles. Hein. C'est souvent du réseau de neurones. Après on utilise aussi des modèles Prophet, donc qui sont développés par la société Facebook qui utilisent aussi du machine learning mais qui nous permettent de faire de l'analyse de série. Donc on est aussi sur ce type de techno, mais aujourd'hui on n'a pas choisi l'approche de coupler ça avec des modèles métiers, hein, pareil pour l'hydrogéologie. Il y a d'autres approches qui sont faites de coupler des modèles métiers et des modèles d'intelligence artificielle pour augmenter des modèles métiers. L'avantage des modèles métiers, c'est qu'elles ne nécessitent pas d'apprentissage. C'est-à-dire que voilà, si on part sur la modélisation hydrogéologique, ce qu'on fait aussi également, on va aller chercher de la donnée sur terrain, on va aller faire des forages, on va faire des tests de perméabilité, des tests d'écoulement, on va paramétrer en fait les équations, notamment l'équation en milieu souterrain, l'équation de Darcy, ça va nous permettre de paramétrer les vitesses d'écoulement, etc. Et là, une fois que j'ai paramétré ce modèle-là, je n'ai pas besoin de 10 ans de données pour savoir comment mon système fonctionne. Le problème, c'est que ça a un coût très fort de paramétrer ces modèles-là. Donc après, tout dépend de l'application. Hein. Je ne vais pas me positionner les deux modèles. Mais si on cherche de la reproductibilité pour faire ça à l'échelle d'une centaine de points, de 200 points, demain de la France entière, on va faire une approche plutôt basée sur la donnée. La contrepartie de ça, c'est que pour ces modèles d'apprentissage automatique de simulation d'un niveau piézométrique, on voit qu'un minimum de 10 ans d'historique sont nécessaires sur l'ensemble des variables pour arriver à des résultats qui sont concluants. C'était justement la sous-question qui suivait. Comment vous faites pour avoir quelque chose d'assez représentatif pour entraîner finalement Voilà, c'est ça. Il faut un minimum de 10 ans de données. Des modèles comme ça parce que ça pose une question après de crédibilité, même d'un point de vue statistique, quand on fait fonctionner quelque chose sur des jeux de données ou des cas de situations qui sont assez restreints en fait, ou non représentatives à une échelle temporelle suffisamment importante. Donc le corollaire, c'est d'avoir une quantité importante d'historique, auquel cas le modèle ne fonctionne pas de manière pragmatique. Après, on fait pour la pertinence des domaines, chaque modèle est accompagné de son R carré. L'utilisateur a la possibilité de revoir les simulations qui ont été faites dans 3 mois. La simulation s'améliore de mois en mois. Vous, Madame Joannet, vous avez fait un parcours assez rapide de ce qu'on avait par le passé, du temps de Wilson et autres, qui remontent à des dizaines d'années déjà, où les systèmes s'expliquaient de manière très précise. En fait, pour un diagnostic médical, vous aviez droit à une liste longue de pourquoi ceci et pas cela, en fait. C'est des faits qui sont alignés pour vous dire, on arrive des données d'entrée sur la base d'une inférence très bien lisible au résultat. Alors comment fait-on dans des domaines aussi variés que la reconstitution des réseaux d'assainissement, la prévision des crues, la prévision des sécheresses ou même les domaines qui peuvent être très variés dans votre cas chez Terre, à expliquer en fait à ceux qui doivent en bénéficier de ce retour d'où est-ce que ça vient en fait, comment ça se fait qu'on a ces chiffres-là en fait, chiffres, appréciations ou indicateurs, pour gagner en crédibilité, pour pouvoir déployer davantage, pour répondre à ça et que ça devient qu'on vit dans la confiance en fait auprès de ces outils. Typiquement, ça c'est un des domaines de recherche qui est en train d'exploser, c'est l'XAI, l'explicabilité de l'intelligence artificielle. Et il y a beaucoup de travaux en cours justement pour être capable de bien garantir que finalement ce qu'on montre, c'est ce qu'on voulait détecter.
Et c'est un domaine de recherche à part entière. Nous, en interne, on le déploie comme ça, en tant que projet de recherche, parce que c'est quelque chose de nouveau. Il faut être capable maintenant d'amener l'explicabilité. On a travaillé sur un projet sur les abeilles, mais on avait fait la même chose sur la détection d'oiseaux sur des parcs éoliens. Finalement, pour arriver à passer le cap de déployer ce type de système-là, qui est des systèmes critiques sur des éoliens, comment on fait? Il faut être capable de montrer que finalement, ce qu'on détecte, c'est bien les choses qu'on veut détecter, que c'est pas autre chose, et que c'est pas juste un artefact de mauvaises données ou autre chose. Donc pour moi, c'est un plan de recherche. Alors, je serais tenté de dire qu'aujourd'hui, c'est des sciences humaines et sociales qui sont intégrées dans le projet, et en fait, dès le démarrage du projet. Je pense que la clé de la réussite, elle est là. C'est de faire, déjà d'auditionner les acteurs qui veulent recourir effectivement à de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils attendent comme résultat? Et derrière, effectivement, accompagner la restitution des résultats, la formation et la compréhension. Moi, je pense que ça, c'est la clé. Si je le regarde par rapport au passé, quand on parlait de système expert, la notion d'acceptabilité sociale, aucun problème. Là où ça s'est corsé, c'est avec intelligence artificielle, où là, ce mot étant beaucoup plus galvaudé, et la notion d'artificielle intelligence, c'est quelque chose qui n'est pas, quand on discute avec des spécialistes en sciences humaines et sociales, c'est pas forcément automatiquement mal compris. Système expert, c'est perçu comme un système qui va amener, qui va conduire une décision, mais qui ne l'impose pas. C'est une possibilité sur laquelle l'être humain a une possibilité derrière de maîtrise, mise en œuvre, pas mise en œuvre, et puis critique large. L'intelligence artificielle, visiblement, l'être humain se sent plus faible. C'est-à-dire qu'il ne voit pas bien comment contrecarrer la solution, enfin, les résultats qu'on lui propose, et il se sent prisonnier. Enfin, c'est ce que je vous traduis des enquêtes qui ont été faites. Il se sent prisonnier d'un résultat que parfois il ne comprend pas. Et donc il dit, on m'amène un résultat tout près sur un plateau d'argent. Non. Non, pourquoi? Parce que ça ne correspond pas à ce que j'attendais. Et le retour métier, des fois, n'est pas bon. Le fontainier peut très bien dire, les détections de fuite que vous me proposez, elles ne prennent pas en compte les branchements, il aura raison. Ça prend en compte insuffisamment certains matériaux, certaines combinaisons de matériaux, et il aura raison. Merci Jean-Michel. On arrive un peu au bout du timing. C'est vraiment dommage qu'en plus on a plein de questions. Et on a des super intéressantes. Après, il y a une petite... donc Anne va nous présenter effectivement l'autre session qui est de networking. Vous pourrez, j'espère, poser des questions aussi de vive voix aux experts. Là, vous pouvez le faire aussi par Slido, mais là, pour le coup, ça fera très bizarre. Donc, allez, une dernière petite question, mais je pense qu'il peut intéresser tout le monde et les jeunes, mais vraiment une réponse très synthétique. Je ne sais même pas si... Est-ce qu'on peut faire de l'IA avec des applis du style no-code? Vous savez, le no-code, c'est un peu l'émergence du code sans faire de code. Est-ce qu'on peut un jour, est-ce qu'on peut penser aujourd'hui à faire de l'IA sans code, en fait? Juste très rapidement la réponse. Oui, il y en a plein sur Internet. Ouais, super. Ce que je vous propose, c'est peut-être de passer à la conclusion qui vous allez voir, est représentée par Arnaud. Je vais passer la petite slide. Yulallen, qui a créé une entreprise spécialisée justement dans l'optimisation de code, on en a parlé au départ, et puis qui aujourd'hui travaille avec de l'intelligence artificielle, une expérience passionnante pour essayer de calculer l'erreur. En fait, on a parlé de la fonction coût qui est la base de l'apprentissage aujourd'hui. Là, on peut voir que même si en théorie on a une fonction coût intéressante, une fois qu'on l'implémente dans les produits, on a peut-être encore un écart qui n'était pas prévu. Et voilà, aujourd'hui, c'est une société qui est vraiment en croissance très forte sur une demande entre la légitimité de l'IA et justement l'acceptabilité de l'IA qui aurait des résultats probabilistes par rapport aux résultats déterministes qu'on avait un peu dans les systèmes experts, je crois. Et là, je pense que merci beaucoup donc Arnaud de venir conclure cette conférence. Voilà, j'espère que tu auras un peu de temps. Donc, je te passe mon micro, je suis désolé. Et bonjour à tous, donc merci pour l'intro. Donc je suis Arnaud Yulallen, je suis le PDG de Numalis, je suis aussi au board de la French Tech, je suis le référent Deep Tech pour la French Tech Méditerranée.
Alors, j'ai un parcours effectivement qui vient du monde de l'informatique. J'ai monté ma boîte à l'issue de ma thèse, où je travaillais sur les preuves de programme. On devait démontrer que les calculs que faisaient les avions quand ils volaient, hein, pour les calculateurs de vol, ils n'allaient pas se tromper. Et puis on a découvert que ce qu'on faisait, ça pouvait aussi servir pour prouver des comportements sur des IA, pour vérifier que le comportement qu'elles auront, c'est bien celui qu'on espère. Alors on est sur des choses assez innovantes, on est sur de la preuve de fonctionnement, et on lutte tous les jours contre l'image de la magie noire de l'intelligence artificielle, et je suis très heureux d'avoir entendu les témoignages qui ont déconstruit méthodiquement cette image-là. Parce qu'aujourd'hui, quand on pense intelligence artificielle, on imagine des boîtes noires. Quand on a en plus de l'intelligence artificielle dans des secteurs un peu critiques, genre la défense, on imagine Terminator. Alors qu'en vrai, c'est pas ça. En vrai, l'IA, c'est ce qui a été présenté par le panel. C'est des usages concrets, précis, spécialisés, sur lesquels on veut de la performance, on veut de l'explicabilité. Ça a été bien dit lors du dernier échange, et je souscris tout à fait à ce qui a été dit. Parce que l'enjeu, c'est l'adoption. Aujourd'hui, il faut lutter justement contre les peurs enfouies qu'on a quand on entend parler d'intelligence artificielle. Et il faut réussir à dépasser ça et à atteindre un moment où les gens auront confiance dans l'IA. Et bizarrement, on ne parle pas forcément d'IA qui va remplacer ou qui va forcément imposer ses décisions à des humains. Il y a eu plein d'expériences qui ont montré, par exemple, que dans le domaine médical, vous prenez la performance d'un médecin à une tâche, vous prenez la même tâche faite par une IA, vous avez peut-être une différence entre les deux, mais si vous les associez, là vous éclatez les high scores. Et donc on se dit, mais en fait c'est pas le remplacement qu'il faut viser, c'est la collaboration. Et la collaboration, elle passe par tout ce qui a été dit un petit peu dans le dernier échange, elle passe par l'explicabilité, par l'auditabilité, et c'est ça qui va construire une confiance sur laquelle on va pouvoir bâtir ensuite des nouveaux modèles économiques, avec des nouveaux produits, avec des nouveaux services. Et c'est là où, en tant qu'entreprise, vous avez votre épingle à tirer du jeu pour créer de la valeur. Alors pour y aller, aujourd'hui ça paraît être encore assez nébuleux. Pour autant, c'est en train de se structurer très fort. Et la preuve en est, c'est que vous allez avoir bientôt dans les années qui viennent, ou même dans les mois qui viennent, ce que nous on appelle en ce moment en standardisation un déluge normatif. Vous avez des instances de normalisation qui sont en train de publier à tour de bras, et j'en fais partie, des documents de standardisation pour cadrer les processus industriels. Pour dire, voilà, vous voulez faire de l'IA de confiance, voilà la méthode. Voilà le déroulé méthodologique, étape par étape, sur lesquels vous pourrez avoir un jour un tampon ISO 9001 pour l'IA, ça sera la 42001. Voilà, et vous aurez du coup une certaine maîtrise du risque, maîtrise des enjeux et de la qualité de vos produits. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour l'industrie, puisque ça veut dire que vous allez pouvoir vous structurer finalement à pas cher, puisque ça ne sera pas forcément en interne que vous allez devoir réinventer la roue. Vous pourrez prendre des documents sur étagère, alors qui sont payants certes, mais pas trop chers comparé à des consultants, et vous pourrez vous inspirer de ça pour travailler dessus. Et cette structuration, je pense que c'est en tant qu'industriel, le mot qui devrait vous rester pour les mois ou les années qui viennent, c'est que aujourd'hui l'IA, c'est pas de la magie noire, c'est des process. C'est des process qu'il faut inclure dans les vôtres, en tenant compte du métier. Ça a été très bien dit tout à l'heure. On ne fait pas de l'IA pour faire de l'IA, on fait de l'IA pour faire du métier. Et donc il faut juste marier ces process-là avec les vôtres. Voilà, j'espère que ça rentre dans le timing. Oui. C'est majeur pour eux. Alors, premier disclaimer, le human in the loop obligatoire. Il n'y a aucune doctrine aujourd'hui dans les pays occidentaux qui retire l'homme de la boucle de décision d'ouvrir le feu. Par contre, l'automatisation, notamment avec de l'IA, c'est extrêmement important, notamment parce que les concepts futurs d'armes sur lesquels nous on travaille avec eux, ce sont par exemple un avion avec plein de drones autour. Des drones qui seront avec des formes de délégation qui viendront du pilote maître
qui donnera des missions à ces petits drones pour l'aider dans la réalisation de sa tâche. Et donc là, il faut évidemment que le pilote interagisse avec les autres systèmes d'armes autour de lui et qu'il ait confiance en eux, qu'il ait confiance dans les retours qu'eux lui font et qu'ils interagissent collaborativement de manière positive. Merci Arnaud. Voilà, on arrive au terme de cette conférence. Je voudrais juste rajouter 2 points. Pour rappeler qu'effectivement, avec Aquavalley, en juin, on a eu le plaisir, avec le ministère de la Défense d'ailleurs, de faire une session eau et défense sur 2 jours où justement on a abordé ces aspects intelligence artificielle, eau et défense, et où le ministère effectivement a expliqué qu'il utilisait l'intelligence artificielle aussi sur de la trajectographie. Tout à fait. Donc qui était effectivement pour du tir de missiles, enfin du tir de tout un tas de trucs. Et après, je reviendrai sur quelque chose qui m'a bien plu, la notion de déluge normatif. Vu qu'on est dans le domaine de l'eau et la prévention des inondations, je rappellerai que la norme, qui est bien connue dans le domaine de l'eau, c'est un facteur de progrès. Elle peut être d'application volontaire, elle peut être mise en œuvre par une réglementation. Et effectivement, la normalisation, c'est un dénominateur commun entre acteurs, et cette normalisation ISO, c'est vraiment un facteur de progrès. Et ça, moi, je vous incite vraiment à le mettre en œuvre parce que ça donne d'excellents résultats, quoi, en termes de conclusion. Merci. Du coup, voilà, on va peut-être faire un dernier vraiment un micro-message pour conclure votre journée pour cette conférence. Chacun, votre tour. 2 mots, juste. On est bon dans le timing. 2 mots, pas 2 heures. Un aspect important, c'est vraiment prendre l'aspect énergétique justement de l'intelligence artificielle. Si demain vous allez dans des travaux là-dessus, prenez cet aspect en compte parce que ce sera l'énergie, c'est l'or de demain. Merci, Carole. Merci déjà pour l'invitation, et j'ai trouvé très intéressant la dernière remarque là. Je pense que l'intelligence artificielle, c'est super, il faut s'en servir, il faut continuer les recherches dessus, mais ça va jamais, il ne faut pas que ça remplace l'homme, et il faut effectivement travailler en collaboration avec cette intelligence artificielle. Merci Carole. Mathieu. Oui, je vais renfoncer le clou sur l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est de l'apprentissage automatique, c'est du machine learning, c'est un modèle. On a eu des modèles métiers, maintenant il y a des modèles qui sont faits sur de l'apprentissage, qui sont data-orientés. Et in fine, nous, en tout cas, ce que l'on fournit, c'est des outils d'aide à la décision pour des experts, et pour leur permettre de mieux faire leur métier. C'est vrai aussi dans la médecine, c'est d'autant plus vrai, à mon échelle, c'est encore plus vrai dans le domaine de l'eau, dans la gestion de la ressource, dans la gestion des réseaux, dans la région de l'assainissement. On fait aussi pas mal de champs de recherche sur prédire la qualité d'eau qui va arriver en entrée d'usine. Ça, c'est aussi des impacts financiers et énergétiques forts. Voilà, donc ce sont des modèles qui nous aident à mieux travailler et qui sont les nouveaux outils de l'expert d'aujourd'hui. Voilà. Merci. Anne, un message pédagogique, s'il y avait un message à retenir de cette conférence? Eh bien, c'est que déjà, ça pose question, les gens se sentent concernés, il y a eu pas mal de questions très très intéressantes sur différents domaines. Et visiblement, on est un peu tous d'accord pour enlever ce côté magie, pour dire que ce sont des systèmes qui sont sérieux, ils sont validés, c'est statistique. Alors, pas forcément probabilistes, il n'y a pas forcément du bruit, mais ils sont fondés sur la donnée. Et parfois, c'est peut-être mieux de se fonder sur la donnée plutôt que d'être prisonnier d'une relation présupposée qui finalement n'est pas forcément la meilleure. Merci beaucoup. Voilà, on arrive au terme de cette conférence. Mais c'est pas fini. L'événement dure 3 jours. Et on tenait tout particulièrement avec Gwenaëlle à remercier les organisateurs. Donc déjà la métropole de Nîmes et puis bien sûr Digital 113. J'invite du coup Anne à dire 2 mots sur la suite de cet événement. Et, oui, merci. Bonjour à tous. Oui, je vous invite à nous rejoindre. On a prévu un petit apéritif là en salle Madeleine-Brest, donc c'est tout de suite en sortant à gauche là. Voilà, et puis n'oubliez pas que cet après-midi, il y a aussi effectivement un événement sur le job dating, donc rencontre des entreprises qui recherchent
des compétences. Voilà. Et puis demain, effectivement, il y a un dernier événement sur la cybersécurité aussi et comment y faire face, qui sera donc animé par Jérémy, ici présent, de Digital 113. À tout de suite. Merci. Merci. Donc on se voit juste tout à l'heure. Et pour ceux qui ont posé des questions, si vous avez laissé votre adresse mail, on va tâcher d'y répondre et de vous les envoyer par mail. Donc voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous.